Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je vous propose de commencer ce cinquième et dernier cours qui a au programme l'étude de l'extension d'un tissu. Nous verrons que c'est un sujet riche et complexe. J'ai tenté d'en faire une synthèse, sinon exhaustive, en tout cas complète du point de vue des concepts sous-jacents. Et au terme de ce cours, je ferai aussi une synthèse à la fois des cours de cette année et nous reverrons des choses qui nous avions abordées l'an dernier, parce qu'il s'agira aujourd'hui du dernier cours du cycle sur 2 ans de l'étude de la mécanique de la morphogénèse. Donc thème, nous l'avons vu, très vaste et très riche. Donc pour commencer, j'aimerais vous montrer en introduction, pour ceux qui ne seraient pas forcément familiers du sujet, du contexte biologique dans lequel l'extension d'un tissu se pose. Et on va voir un certain nombre de films, et j'aurai à cœur de montrer comment dans différents organismes, des choses apparemment différentes émergent de processus fondamentaux, à la fois au niveau cellulaire et physique commun. Donc ici, nous voyons le développement d'un embryon précoce de poisson. On voit les cellules se diviser dans cette partie. À droite, vous avez un schéma qui illustre toute une série d'étapes que je n'ai pas l'intention de décrire, si ce n'est de mettre en évidence quelque chose qui sera visuel rapidement, c'est-à-dire dès maintenant, et qui est représenté dans cette fenêtre en rouge ici, c'est-à-dire la formation d'un axe antéro-postérieur avec donc un allongement de cet axe. On voit ici la partie antérieure qui formera la tête, qui est de plus en plus éloignée de la partie la plus caudale de l'organisme. Donc il y a bien une extension du tissu et nous verrons qu'il est accompagné d'une convergence de cellules vers cette partie dorsale de l'embryon. Plus précisément, et ici dans un schéma, en section, on peut voir par ces flèches deux phénomènes conjoints, à la fois en jaune, une double flèche qui montre l'extension de l'axe antéro-postérieur de l'animal, dont on voit ici une image à un stade presque final de l'embryogénèse, avec la tête, les segments et la queue, et qui est associé à un phénomène de convergence dont on ne voit ici que la partie gauche. La partie symétrique serait donc en arrière de l'autre côté de l'embryon, et nous allons voir dans le film suivant justement une vue dorsale de ce phénomène. Si l'on marque des cellules à un stade précoce de ce processus, en vert, on peut voir après un certain laps de temps, plusieurs heures, que ce groupe de cellules en fait, s'allonge le long de l'axe antéro-postérieur et décore toute la partie de l'axe antéro-postérieur. Et donc ces cellules se sont réorganisées de telle sorte qu'elles forment cette structure allongée qui préfigure et accompagne la formation de l'axe antéro-postérieur. Si l'on regarde maintenant en microscopie confocale les cellules dans la partie dorsale, on voit bien, en discernant les cellules par leur noyau, une forme oblongue et puis effectivement l'allongement antéro-postérieur du tissu qui se produit en quelques heures. On voit ici la notocorde, c'est-à-dire l'axe central de l'animal. Donc voilà une première illustration du phénomène chez les poissons. On peut aussi l'étudier dans un autre organisme modèle très connu, à savoir chez un amphibien, ici le xénope, et on peut voir le processus d'invagination par ce qu'on appelle la lèvre du blastopore, et puis cette formation oblongue, et effectivement ce qui s'apparente à l'allongement du tissu, en même temps que l'on voit ici un repliement qui est le tube neural, qui se forme, les deux processus, tube neural, invagination et extension, étant conjoints, nous le verrons plus tard. Si l'on regarde en section ce processus très complexe en 3 dimensions, on peut voir donc l'invagination des cellules par cette lèvre du blastopore, et le mouvement interne de cellules en rouge qui préfigure l'axe antéro-postérieur de l'animal qui s'allonge et qui, effectivement, à la fin de l'embryogénèse, donne naissance, encore une fois, à cette structure de l'axe antéro-postérieur de l'animal. Donc ici, le processus est internalisé dans l'embryon et donc il s'agit en fait d'une chorégraphie de mouvements cellulaires extrêmement complexes. Mais je tiendrai à simplement isoler le comportement des cellules au cours de cette phase d'extension du tissu mésodermique en rouge, dont on voit ici le mouvement par cette flèche en noir depuis cette partie-là vers cette partie-là. Encore un troisième organisme, où ici il semble que l'embryogénèse se fasse
en 2 dimensions, c'est-à-dire que l'embryon est comme étalé à la surface de l'énorme cellule nourricière de l'œuf du poulet ou de caille, ici. Et on voit ici ces cellules qui forment encore une fois toute une série de mouvements que nous verrons plus en détail plus tard, avec la formation de cet axe antéro-postérieur de l'animal, la partie antérieure en haut, la partie postérieure en bas. Et ici une description assez succincte du type de mouvement cellulaire vers la partie antérieure, avec des mouvements divergents puis convergents à gauche et à droite de cet embryon. Donc on pourrait bien sûr multiplier les exemples. On voit ici de façon plus précise, d'ailleurs avec une plus grande résolution, les mouvements de convergence de ces cellules dans la partie postérieure et d'extension le long de la partie médiane de l'embryon. Donc voilà une description très qualitative et qui se contente de décrire les grands mouvements collectifs de cellules à défaut de les étudier au niveau cellulaire. Et enfin, dernier organisme que nous aurons à cœur d'étudier plus en détail à différentes occasions au cours de cette cours aujourd'hui, donc un tissu embryonnaire de drosophile, l'embryon précoce, dans lequel on voit encore une fois ce processus d'extension qui se manifeste dans ce film par une rotation. L'allongement se fait par rotation de l'embryon parce qu'il est enfermé dans une enveloppe, mais on voit très clairement des mouvements d'écoulement vers la droite puis vers la partie dorsale de l'embryon. Si l'on regarde maintenant plus précisément ces cellules dans ce flanc latéral de l'embryon et en les marquant avec des couleurs différentes, on voit que ce groupe de cellules, sans se diviser, donne naissance à un groupe de cellules allongées le long de l'axe antéro-postérieur. À la différence des autres organismes, le processus est beaucoup plus rapide, il est en quelques minutes, alors que chez les autres organismes, il était dans une échelle de temps de plusieurs heures. Donc, cette introduction a pour but de vous sensibiliser et de vous permettre de visualiser les processus d'extension tissulaire, à vrai dire ubiquitaire, que l'on a vu ici dans l'embryogenèse, mais qui se produisent également au cours de l'organogénèse. Voici encore une fois, comme dernière diapo d'introduction, une présentation très schématique des processus cellulaires qui accompagnent chez les animaux l'allongement d'un tissu, à savoir ce que l'on appelle réarrangement ou intercalation cellulaire, c'est-à-dire de façon très triviale le fait que les cellules échangent de voisines et ce groupe de 4 cellules va donner naissance à un autre groupe de cellules dont la disposition relative est telle qu'il forme un allongement le long de l'axe privilégié, ici on va dire l'axe antéro-postérieur. Mais un autre processus peut donner naissance à une modification locale de l'axe, de la taille du groupe de cellules selon l'axe par rapport à l'autre. C'est évidemment la division cellulaire qui, si en particulier elle est polarisée, nous le verrons plus en détail, donne lieu à une extension locale du tissu. Mais comme nous le verrons plus tard, et à vrai dire en fin de cette présentation, il y a lieu de regarder les interactions qui sont loin d'être évidentes entre intercalation et division cellulaire, qui sont 2 processus qui peuvent être contrôlés de façon séparée, mais qui peuvent aussi interagir d'une façon intéressante. Les 2 questions qui nous animeront pendant cette présentation sont celles qui concernent évidemment l'orientation de ces processus cellulaires, leur polarité, c'est-à-dire quelle est l'information qui gouverne cette polarité, et par ailleurs, quelle est l'origine des forces et donc quelle est la mécanique du processus cellulaire donnant naissance à ce processus de convergence et d'extension dans un tissu. J'annonce donc le plan suivant. Nous avons vu l'introduction. Nous allons donc voir successivement les aspects de la mécanique de l'intercalation qui va occuper en fait la partie principale de cette présentation en voyant toute une série de données qui montrent en quoi les processus propres ou ressemblant à la locomotion cellulaire sont importants dans les processus d'intercalation, pour après étudier l'importance des phénomènes de tension corticale qui avaient fait l'objet d'un cours, en tout cas d'introduction l'an dernier, puis voir le rôle des interactions tissulaires, donc en changeant d'échelle, en voyant le phénomène d'une façon plus macroscopique, et en étudiant plus avant maintenant le rôle des divisions cellulaires, et enfin pour finir la polarisation de ces processus. Et comme je l'ai dit, en toute fin, je tenterai une synthèse des cours de cette année et de la dernière fois pour dégager des grands axes qui me semblent pertinents pour étudier la mécanique de la morphogénèse.
Donc, un petit historique sur le processus de convergence-extension et en particulier d'intercalation cellulaire, terme que l'on doit au grand embryologiste Ray Keller, qui était un spécialiste de l'embryon de Xenop, et qui a caractérisé dès le début des années 90 ce processus en étudiant le mésoderme ou le tube neural du Xenop. Et on peut voir ici un certain nombre de dessins qu'il a fait à différents temps, du repositionnement des cellules les unes par rapport aux autres. On peut voir ici qu'en quelques heures, en 6 heures et quelques, ce groupe de cellules s'allonge le long de l'axe antéro-postérieur, et même en suivant chacune des cellules qu'il numérote, peut voir leur repositionnement relatif. Il caractérise également par des marquages en fluorescence qui deviennent possibles dans ces années-là, des choses qui s'apparentent à des protrusions. À l'époque, on étudiait beaucoup la migration cellulaire, en particulier in vitro, et donc Ray Keller n'a pas manqué de montrer les analogies qu'il y avait entre ces cellules mésenchymateuses chez le Xenop et les processus de protrusion cellulaire. Ici, on était donc dans le mésoderme, mais également dans la plaque neurale, on peut voir également une extension du tissu, et en zoomant, on peut voir l'individualité des cellules et leur repositionnement relatif, formant comme une chaîne le long de l'axe antéro-postérieur. Voilà donc les premières caractérisations, mais avec l'amélioration de la microscopie confocale, ces auteurs et d'autres personnes qui ont suivi, en particulier John Wellingford dans le laboratoire de Richard Harland à Berkeley, a pu montrer que ces cellules avaient une bipolarité caractéristique, que l'on peut voir ici le long de l'axe médiolatéral par rapport à l'axe antéro-postérieur, bipolarité ou unipolarité des cellules, que l'on peut voir très clairement ici avec des lamellipodes sur ces cellules. Et donc le type de dessin schématique que les auteurs ont réalisé à cette époque montre effectivement l'organisation d'une bipolarité ou d'une unipolarité qui en fait accompagne le processus de convergence des cellules le long de la ligne médiolatérale pour former l'axe antéro-postérieur de l'organisme. Donc finalement, à cette époque, on caractérisait les protrusions cellulaires comme un phénomène qui indiquerait une migration polarisée de ces cellules au cours de l'embryogenèse. On était dans les cellules mésenchymateuses, et ce qui est intéressant, c'est que les cellules épithéliales, qui, on l'a vu l'an dernier, sont caractérisées par une forte adhésion qui permet la cohésion du tissu en 2 dimensions, sont elles-mêmes caractérisées par des protrusions latérales. En tout cas, les travaux pionniers dans le tissu mésenchymateux ont clairement influencé l'observation de ces cellules épithéliales et révélé qu'elles avaient les mêmes attributs en termes d'organisation. On peut voir parmi les études pionnières en 1998 ce travail chez le nématode où l'on voit dans l'hypoderme dorsal un phénomène de convergence-extension qui est accompagné par l'extension de l'organisme, et on peut voir en microscopie électronique ces protrusions, ou alors chez l'urocordé et dans sa notocorde qui aussi se développe le long de l'axe antéro-postérieur par un processus progressif d'intercalation que l'on peut voir ici schématisé avec un marquage des cellules en bleu. Les études en section en microscopie confocale révèlent ici ces protrusions qui sont à peu près l'équivalent de ce qui est dessiné en fait dans ce schéma en bas, où l'on voit en bleu le long de la surface latérale de ces cellules épithéliales, cohésives dans leur partie apicale par la zone adhérente, un processus des protrusions cellulaires qui s'apparente à une motilité polarisée le long de l'axe médiolatéral. Donc finalement, ces cellules mésenchymateuses semblent avoir les mêmes caractéristiques, ces cellules épithéliales semblent avoir les mêmes caractéristiques que les cellules mésenchymateuses, à savoir qu'elles ont une polarité s'apparentant à une motilité et qui, de surcroît, est polarisée le long de l'axe privilégié de mouvement de ces cellules. Et une étude encore plus récente, il y a quelques années, montre maintenant, avec une encore plus grande résolution, les protrusions de ces cellules et leur contrôle par la petite GTPase RAC. Tout cela pour montrer qu'il y a toute une littérature qui prend ses racines au début des années 90, qui caractérise de façon très générale, dans les cellules mésenchymateuses comme les cellules épithéliales, l'existence d'un comportement motile polarisé associé à des protrusions cellulaires. Et enfin, j'allais dire enfin parce que c'est un papier encore plus récent, c'est-à-dire de cette année, qui montre que dans un processus qui, comme nous le verrons, s'est surtout caractérisé comme étant associé à un processus d'intercalation gouverné par d'autres processus que la protrusion cellulaire. Donc là, j'enverse un peu l'histoire des concepts. Chez la drosophile, on peut montrer également que le processus d'intercalation cellulaire
est lui-même dépendant de processus de protrusion le long de la surface latérale. On voit ici une représentation en 3 dimensions de cellules qui s'intercalent. On voit qu'elles se rapprochent au cours de ce processus d'intercalation jusqu'à se toucher, dans les longs de l'axe antéro-postérieur, dorso-ventral, ce rapprochement. Et lorsque l'on regarde la partie basolatérale, on voit depuis la partie basale remontant vers la partie apicale des protrusions cellulaires, que l'on peut visualiser en marquant l'actine. On voit ici dans un groupe de cellules une protrusion s'étendant vers la partie ventrale, de même pour des protéines de signalisation, de phosphoinositide. Toutes ces protéines en fait, sont caractéristiques dans les cellules qui se migrent du lamellipode, de ces extensions riches en actine qui sont nécessaires à leur existence et à leur dynamique. Et ce processus est aussi marqué, toujours une fois, par la protéine de signalisation RAC, caractérisée pour la polymérisation d'actines branchées associées aux protrusions de style lamellipode, et des expériences fonctionnelles où maintenant, en utilisant l'inactivation par la lumière de RAC, je ne rentre pas dans les détails techniques, la référence est en bas de cette diapositive, on peut montrer que l'inactivation de RAC dans cette cellule en rouge empêche son rapprochement vers la cellule bleue, contrairement à un contrôle dont on peut voir ici le phénomène de clusterisation induite par l'activité RAC. Voilà. Et ce processus semble lui-même régulé par la protéine de signalisation SERC42. Je nomme toutes ces protéines pour montrer que toute la signalisation cellulaire connue pour réguler les protrusions cellulaires, la polymérisation d'actine, joue bien un rôle, à vrai dire, chez tous les organismes, dans les cellules mésenchymateuses comme dans les cellules épithéliales. Ce schéma illustre de façon très simple à la fois cette analogie entre processus de migration cellulaire et le processus d'intercalation. On identifie 3 étapes, une étape de protrusion dépendant de la polymérisation d'actine qui donne naissance en fait à une avancée donc, de la membrane en raison du couplage mécanique avec les zones d'adhérence dépendant des intégrines qui génère des frictions entre le mouvement rétrograde d'actine lié à sa polymérisation et qui donc donne naissance à cette translocation antérieure, en tout cas de la partie antérieure de la cellule, le lamellipode, suivie par une phase de contraction qui permet la translocation de toute la cellule dans la partie antérieure. Voilà le modèle classique de la motilité cellulaire. En décalquant en fait, ce modèle sur des cellules épithéliales vues maintenant en section apicale, on peut voir donc la section, le contour de toutes les cellules comme étant dépendante à la fois d'un phénomène de tension corticale que l'on a bien vu l'an dernier, représenté par ces flèches en rouge, et également des forces de protrusion dépendantes d'une polymérisation d'actine. Et on va dire que dans les conditions homéostatiques où l'ensemble de ces processus est réparti de façon uniforme, isotrope dans les cellules, on voit en fait une configuration de cellules qui ont des formes polygonales classiques. En revanche, dès lors qu'il y aura polarisation, ne serait-ce que du processus de protrusion, représenté ici en bleu, on imagine bien une modification des interactions cellulaires et en particulier un rapprochement de ces vertex qui pourrait donner naissance au processus d'intercalation. Voilà en tout cas un modèle de compréhension de ce processus calqué sur le modèle de la motilité cellulaire. Alors on voit ici de façon intéressante représenter la tension corticale qui est ici et selon un axe privilégié, selon l'axe antéro-postérieur. Et on verra en fait que dès les diapositives suivantes que en marge ou aux côtés de ce processus de motilité cellulaire, l'étude de l'intercalation dans les cellules épithéliales, que l'on sait fortement adhésives, a révélé en fait le rôle d'abord simplement caractérisé chez la drosophile, puis maintenant vu de façon ubiquitaire, de la tension corticale dans les processus d'intercalation cellulaire. Et c'est de cela dont j'aimerais maintenant parler, en revenant finalement à l'historique de l'évolution des concepts d'intercalation. Quand on est au début des années 2000, on sait que les cellules épithéliales sont associées au processus d'intercalation, nous allons le voir. On est fortement imprégné par les modèles de protrusion que je viens de vous présenter. Et se pose naturellement la question de savoir comment des cellules fortement adhésives peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres. Quand on regarde ce film, on est frappé de la cohésion des cellules, ce qui n'est pas surprenant lorsque l'on se rappelle leur force adhésion. Et on ne voit pas de cellules qui se frayent un chemin entre leurs voisines, on voit beaucoup plus un mouvement cohésif. Une étude pionnière en 1994 avait montré que ces cellules-là, de fait, s'intercalent. On voit ici une ligne de cellules marquées le long de l'axe antéro-postérieur dans l'embryon de drosophile,
Et on peut voir, après quelques dizaines de minutes, que les cellules se sont allongées dans l'axe antéro-postérieur. On en voit ici une vue agrandie. Et on voit que les cellules semblent avoir échangé de voisine. Ce processus est accompagné de l'extension du tissu, et en particulier dans cette phase-là, la phase lente d'extension de l'embryon, de l'axe embryonnaire, qui est dépendante de ce processus d'intercalation. Si l'on utilise des mutants qui affectent l'information de position dans l'axe antéro-postérieur, comme nous l'avons vu dans le cours numéro 1 cette année, la perturbation de cette polarité bloque en fait le processus d'extension de l'axe embryonnaire. Donc on voit déjà exposer le fait que cette information embryonnaire est couplée à l'ordonnancement antéro-postérieur du processus d'intercalation cellulaire, ce qui demandera une étude plus approfondie plus tard. Dans ces années-là, le processus d'extension du tissu épithélial était naturellement pensé en termes d'adhésion, vu qu'on sait ces cellules adhésives, et du surcroît, les auteurs pionniers de ces études, nommés ici, travaillent dans le même couloir que Malmsteinberg, nous avons beaucoup parlé l'an dernier, qui était, comme vous le savez bien, à l'origine de cette hypothèse d'adhésion différentielle. Je rappelle des notions amplement étudiées l'an dernier, selon lesquelles les tissus peuvent s'étudier comme des fluides visqueux qui minimisent leur tension de surface, donnant naissance à des réarrangements en 2 ou 3 dimensions, que l'on voit schématisés ici. Et donc finalement, il est assez intuitif de penser en fait, ces rangées de cellules calquant des propriétés adhésives sur les propriétés d'information de position. Par exemple, celles associées à l'expression en bande du facteur de transcription even skipped, et la minimisation des tensions de surface pourrait réarranger ces rangées de cellules en clusters et donc modifier la géométrie, en tout cas les axes principaux de ce tissu, donner naissance à sa convergence-extension et en particulier son allongement. Et donc, on pourrait aussi expliquer en quoi une mutation dans le jet even skip bloquerait la répartition spatiale de ces propriétés adhésives et donc empêcherait le processus d'extension. Voilà un modèle tout à fait cohérent, mais en fait qui n'est pas... on va voir plus tard que l'on peut retenir de ce modèle l'idée d'une modification des tensions de surface, mais on verra qu'elles ne sont pas contrôlées typiquement par l'adhésion, mais plutôt par la tension corticale. Et déjà l'an dernier, j'avais eu l'occasion de montrer l'historique des phénomènes de tricellulaire et de montrer que de l'hypothèse de départ d'adhésion différentielle de Malmsteinberg, déjà critiquée de façon très judicieuse par Albert Harris, montrant qu'on pouvait mieux l'expliquer par un phénomène de tension polarisée en 1976, de fait, beaucoup de processus associés aux cadérines sont en fait médiés par une modification de la tension corticale. Voilà donc, au début des années 2000, étudiant plus précisément ce processus d'extension épithéliale, il était frappant de voir le fait que les cellules semblent très cohésives les unes des autres, et on peut caractériser une propriété au moins de ce processus, c'est que ce qui se passe localement en termes de déplacement de cellules les unes par rapport aux autres est directement proportionnel à l'extension macroscopique du tissu. En regardant, en normalisant l'extension en fait, d'un groupe de 2, 4 ou encore plus cellules jusqu'à l'ensemble de l'embryon, on peut voir que toutes se superposent sur une courbe universelle qui montre que finalement la croissance du tissu est homogène dans l'ensemble du tissu. Et donc, en étudiant localement le processus, on dit quelque chose du processus macroscopique. Donc justement, étudions plus précisément localement ce qui se passe. Et voilà, en fait, schématiser le cœur du processus d'intercalation vu dans une cellule épithéliale, dans lequel on ne va pas regarder la géométrie des cellules, ses extensions polarisées par exemple, mais plutôt la topologie de ces interfaces, et de voir qu'on peut identifier une phase de disparition de contact, suivie par une phase d'assemblage de nouveaux contacts. Et ce qui est caractéristique, c'est que ce processus est à la fois polarisé dans l'espace et irréversible. Polarisé dans l'espace parce que vous voyez bien que chaque cellule désassemble les contacts avec ses voisines antérieures et postérieures, mais pas avec les autres cellules. Donc il y a une polarité cellulaire, une polarité planaire, une polarité dans le plan du tissu, et par ailleurs irréversible parce que c'est ce que l'on observe in vivo. Donc on peut identifier deux phases cellulaires de désassemblage de contacts dans lesquelles effectivement l'idée d'une modification des propriétés adhésives est assez naturelle, et donc qui serait cohérente avec le modèle inspiré de Steinberg et proposé par Wischhaus et Irvine, mais on verra qu'elle est gouvernée par les processus de contractilité.
Quelques années plus tard, on voit se proposer, ou plutôt décrire, un processus d'intercalation qui repose fondamentalement sur les mêmes propriétés de polarité planaire, de remodelage polarisé des jonctions et d'irréversibilité, mais regroupant non pas 4 cellules dans sa forme élémentaire appelée T1, mais plutôt des rosettes qui peuvent assembler par exemple 5, 6, 7, exceptionnellement 8 cellules, dont on voit ici un exemple très caractéristique. Et en fait, ce phénomène de réorganisation, on voit ici de nouveaux contacts se former perpendiculaires et ici tous ces contacts disparaître. Donc, comme je vous l'annonçais, ce processus est en fait contrôlé par une distribution spatiale de la tension corticale, visible par le moteur myosine 2, visible ici en vert. Donc on voit d'abord qu'il est concentré dans la partie apicale des cellules, où apparemment l'essentiel de la mécanique contractile est concentré. Et l'on peut voir ces câbles polarisés, c'est-à-dire privilégiés selon l'axe dorso-ventral, entre les contacts de cellules antéro-postérieures. Et pour l'instant, je vous demande d'ignorer ce qui est dans la partie apicale des cellules, qui néanmoins a son importance, pour ne retenir que cette distribution polarisée dans le plan de l'épithélium de la tension de l'actomyosine, en faisant l'hypothèse qu'elle est responsable d'une tension corticale plus importante que dans les jonctions transverses. Et on voit ce même processus lors de la formation d'une rosette avec ces câbles plus importants. La différence entre rosette et T1 vient essentiellement de la longueur de ces câbles. Lorsqu'ils regroupent plusieurs cellules le long de l'axe dorso-ventral, à ce moment-là, on peut former une rosette. Lorsqu'il s'agit simplement de quelques cellules, d'une cellule, par exemple de 2 vertex, à ce moment-là, on a un processus T1. Je vais prendre un petit moment pour vous montrer, pour ceux qui sont intéressés, les méthodes utilisées pour tester l'hypothèse que la tension in vivo est plus importante dans ces jonctions qui sont enrichies pour myosine 2 par rapport aux autres jonctions. Finalement, la question comment mesure-t-on la tension? Un certain nombre de méthodes ont été développées que je vais rapidement parcourir en vous renvoyant à cette revue qui les compare plus en détail. Donc, dans le contexte de l'embryon dont je viens de parler, l'embryon drosophile avec ce processus d'intercalation myosine 2 dépendante, une première méthode consiste en fait à casser la structure par un laser. Les nouvelles méthodes optiques, en tout cas mieux contrôlées, permettent, notamment avec des lasers infrarouges ou UV, de casser localement les interfaces cellulaires ou le réseau d'actomyosine dans ces cellules. Et en voyant la vitesse de relaxation de ce processus, donc on peut voir un exemple ici, la longueur de la jonction se relâche après rupture pour arriver à une forme de quasi-équilibre. Et en faisant l'hypothèse que les forces s'équilibrent au vertex des cellules, tensions qui sont uniquement celles que l'on mesure le long de ces jonctions et qui s'équilibrent au vertex, on peut par ailleurs décrire le fait que la vitesse instantanée de relaxation après ablation est égale à cette tension divisée par un coefficient de friction non déterminé, à vrai dire assez complexe. Et donc, en voyant les vitesses relatives de relaxation et en faisant l'hypothèse que ce terme de friction est isotrope dans les cellules, on peut avoir une idée des tensions relatives présentes dans l'embryon. Et de telles mesures d'ablation ont permis de montrer déjà que la tension diminue lorsqu'on inhibe le moteur myosine 2, donc elle est bien principalement contrôlée par la tension d'actomyosine. Nous avons vu cela bien en détail l'an dernier, donc cela ne devrait pas vous surprendre. Mais de façon plus intéressante, on voit qu'entre une jonction qui se raccourcit, dite verticale, et une jonction transverse en noir, la tension mesurée par la vitesse de relaxation, en tout cas la tension relative, est différente d'un facteur 2. Voilà. Des expériences similaires ont été réalisées chez les auteurs qui ont identifié ces rosettes et montré que dans les rosettes, les câbles d'actomyosine ont une tension résiduelle mesurée. Alors, il ne s'agit pas de la vitesse instantanée de relaxation, mais des distances. Ici, il y a néanmoins la vitesse. On voit que la tension est quasiment encore plus importante. Donc, retenons que les mesures d'ablation permettent, au cas par cas, d'avoir moyennant des hypothèses non triviales qu'il faudrait toujours vérifier sur les frictions, montrer qu'il y a un facteur 2 de tension entre une jonction qui se raccourcit, qui a plus de myosine 2, que les jonctions transverses. J'en profite pour dire que le terme de polarité de myosine 2 est aussi en gros d'un facteur 2 dans ces embryons. Donc, densité de myosine 2 semble linéairement proportionnelle aux vitesses mesurées de relaxation. Une autre méthode beaucoup plus précise, parce qu'elle permet d'avoir des nombres absolus de tension, utilise les pinces optiques, c'est-à-dire qu'il applique une force, d'accord, et en appliquant une force dont on connaît la grandeur, avec un modèle physique que je ne vais pas avoir le temps de détailler, on peut en déduire les forces locales qui s'opposent au déplacement de la jonction induite par le pince optique. On voit ici un tel dispositif, et vous pouvez voir ici
que la pince optique, donc, se déplaçant dans un mouvement transverse de gauche et de droite, sinusoïdal, on voit en fait un déplacement de la jonction. Et ici, en code de couleur, les déplacements effectivement de ces jonctions. Donc on a ici en fait l'amplitude des déformations induites par le piège optique en rouge, et on voit en noir l'entraînement en fait de la jonction qui est capté par ce processus. Au cours du temps, la myosine 2 accroît ses niveaux jonction avec cette polarité caractéristique. Les auteurs montrent qu'au cours du temps, il y a également une augmentation progressive de la tension mesurée. Vous avez ici la valeur en piconewtons. On est dans l'ordre de 200 piconewtons pour une jonction verticale, pour des jonctions. Et ici, on voit même la distribution angulaire de ces tensions, dont on peut voir en fait qu'elle est plus importante dans les jonctions verticales que dans les jonctions transverses, avec encore une fois, en gros, un facteur 2, 2,5 et un ordre de grandeur de l'ordre de 200 piconewtons. 200 piconewtons avec une valeur unitaire d'un moteur de l'ordre de quelques piconewtons, cela veut dire que quelques mini-filaments bipolaires de myosine 2 suffisent à rendre compte de la tension mesurée au cortex d'une jonction épithéliale. Donc finalement, peu de moteurs suffisent, peu de filaments bipolaires suffisent à expliquer ces tensions résiduelles. Une autre méthode, elle, permet de mesurer, à défaut de la valeur en newton de la tension, la distribution au niveau moléculaire des contraintes appliquées par cette tension d'actomyosine. Il s'agit d'exploiter par exemple le fait que les complexes cadérines qui sont couplés mécaniquement au réseau d'actine, certaines molécules comme l'alpha-caténine ont un changement de conformation qui dépend de la tension auquel elles sont soumises. Nous avons vu cela en dernier. Et elle permet notamment le recrutement d'une protéine vinculine qui ne reconnaît que la forme en fait, ouverte de la protéine d'alpha-caténine en raison de la tension qu'elle subit via le réseau d'actine. Et on peut voir que si jamais maintenant on marque avec la GFP cette protéine vinculine, on voit sa distribution en violette superposée à la distribution de myosine 2. Et vous voyez que les deux en fait, ont une distribution extrêmement semblable, alors que si l'on regarde plus en détail, donc on a ici la distribution angulaire des densités de ces molécules. On peut voir ici une image et ici le diagramme qui quantifie ces distributions. On a ici en haut la distribution de myosine 2, donc qui est enrichie dans les jonctions verticales. Idem pour la densité de vinculine. Cadérine a plutôt en fait une densité opposée, en tout cas elle est très très faible, mais elle n'est pas enrichie dans les jonctions verticales. Et lorsqu'on fait le ratio entre vinculine et cadérine, on voit une anisotropie, une polarité avec un enrichissement dans les jonctions verticales. Donc le point important est que vinculine est recrutée au complexe cadérine sous tension. Lorsqu'on inhibe myosine 2 avec ce rhokinase, à ce moment-là, toute cette anisotropie, cette polarité, en fait, disparaît. Il peut y avoir des mesures plus quantitatives de ces forces, non pas en reposant non pas directement sur la densité de GFP, mais j'en avais parlé l'an dernier, je le rappelle, des senseurs fret de molécules comme vinculine, ou taline ou d'autres molécules peuvent être utilisées. Elles ont été utilisées aussi dans le domaine cytoplasmique de cadérine, qui permettent en fait de mesurer les contraintes appliquées aux molécules, parce que in vitro, ces auteurs ont pu montrer la relation entre la force appliquée, ici en piconewton, et le fret. Et donc dans le régime linéaire, c'est-à-dire pour des régimes de moins de 6 piconewtons, il existe un régime où on peut avoir une relation linéaire entre l'un et l'autre, et donc à partir du fret, avoir une idée de la force locale. Et d'autres fret senseurs ont été développés sur des régimes de force qui vont jusqu'à une quinzaine de piconewtons. Donc juste pour information, il existe des moyens beaucoup plus quantitatifs de mesurer les contraintes appliquées au cluster moléculaire dans la cellule. Donc troisième méthode. Une dernière méthode que j'aimerais présenter parce qu'elle repose aussi sur un modèle notamment d'équilibre des forces au vertex, qui est une approximation du processus, mais qui offre l'avantage de pouvoir obtenir des statistiques extrêmement grandes des distributions relatives des forces dans un tissu. C'est le processus d'inférence de force qui, à partir de la géométrie, et étant donné cette hypothèse d'équilibre des forces au vertex sur les tensions le long des jonctions, peut résoudre le problème inverse de la distribution des forces sur l'ensemble des cellules, moyennant des hypothèses sur lesquelles je ne rentre pas, sur les distributions des pressions dans les cellules. Et on voit un exemple ici de l'application d'une telle méthode, où l'on voit la forme des cellules, leur représentation après analyse d'image, et l'inférence de force qui permet de montrer qu'il y a effectivement une augmentation de la tension
ainsi inféré dans les jonctions verticales par rapport aux jonctions transverses. Je fais référence à une étude récente qui fait une étude comparative systématique d'un certain nombre de méthodes, notamment d'ablation, d'inférence de force et de densité de molécules impliquées dans le processus de génération de la tension ou dans les contraintes appliquées au complexe cadérine, donc vinculine, myosine. Et l'on peut voir en particulier dans les études de corrélation où l'on conditionne en longueur des jonctions, c'est-à-dire qu'on répartit en différents bins les différentes longueurs de jonction, on voit que systématiquement, le rapport entre la densité de vinculine et de cadérine, donc sur des complexes moléculaires, a une meilleure corrélation et la meilleure corrélation possible avec la tension inférée par la méthode que je viens de rappeler. On peut utiliser une autre méthode de corrélation qui est locale et dans laquelle on voit également que la corrélation est très bonne, bien sûr pour myosine 2, mais également pour le rapport entre vinculine et cadérine. Donc là, on n'est pas dans le processus de génération moléculaire de force, il s'agit bien de myosine 2, mais dans les contraintes subies par le complexe auquel il est mécaniquement couplé, à savoir vinculine, normalisée sur E-cadérine. Et une hypothèse nulle où on mélange toutes les jonctions montre que cette corrélation est très très forte. Elle repose sur des milliers de jonctions, d'où les statistiques que vous pouvez voir ici. Et puis, quand on inhibe myosine 2, on perd cette corrélation. Donc, le point important, c'est que l'on peut regarder, on peut comparer toutes ces méthodes d'inférence de force, de mesure locale par des molécules, et tout en fait donnent en gros le même résultat, c'est qu'il existe un facteur 2 de tension entre les jonctions verticales et les jonctions transverses. Chacune a ses avantages et ses défauts. Encore une fois, je vous invite à lire cette revue et aussi les articles que j'ai mentionnés et d'autres que vous verrez dans cette étude pour bien comparer l'avantage de ces méthodes. Mais retenez que l'on peut mesurer les forces dans des cellules in vivo et ainsi corroborer, ou en tout cas tester l'hypothèse que la tension différentielle aux interfaces cellulaires est nécessaire au processus d'intercalation et qu'il en rend compte. Alors justement, pour savoir si, de fait, cette anisotropie de tension suffit à expliquer le processus d'intercalation, une autre méthode consiste finalement à modéliser. Alors, je vous présente un modèle qui est simple, dans la mesure où il repose sur une hypothèse d'un tissu qui est dans un état quasi statique, en tout cas proche de l'équilibre, dans lequel on peut définir l'énergie des interfaces cellulaires avec un terme qui est une tension de ligne, l'équivalent de la tension de surface que nous avons vu l'an dernier, mais la transposée à un tissu en 2 dimensions, un terme d'élasticité, dans lequel on voit ici le périmètre au repos préférentiel des cellules, et puis tout ce qui va être une variation de ces longueurs, et puis un terme aussi d'énergie élastique, mais au niveau de l'air. Et j'attire votre attention sur 2 paramètres. Ici, on voit un terme en fonction des angles, θ, qui permet notamment de définir un terme d'anisotropie sur le poids, en fait, au niveau de la description de l'énergie, des jonctions verticales par rapport aux jonctions transverses. Donc ce terme d'anisotropie, par exemple β pour l'énergie élastique, permet finalement de modéliser ce que l'on sait par ailleurs, c'est que, par exemple, l'hypothèse que myosine 2 distribuée de façon anisotrope induit en fait une tension élastique qui est polarisée. En partant d'une configuration de cellules obtenue in vivo et en faisant varier ce terme d'anisotropie, en tout cas en donnant une existence, on voit ici les jonctions verticales selon un critère d'angle avec une tension plus importante, on peut faire simuler l'évolution de la configuration des cellules qui procède par minimisation de proche en proche de cette énergie jusqu'à un état final. Et l'on peut voir ici donc d'abord des processus d'intercalation et l'allongement du tissu. L'avantage de ces simulations, c'est qu'on peut jouer sur des paramètres que l'on ne peut pas faire modifier facilement in vivo, et notamment le terme d'anisotropie. En voyant ici, parce qu'il ne s'agit pas de simulations qui sont temporelles, vraiment dynamiques, il s'agit d'une évolution de configuration dans laquelle le temps n'existe pas. Donc on va utiliser comme proxy du temps les transitions T1, le nombre d'intercalations, et on peut voir l'allongement du tissu. Et on voit bien que le paramètre d'anisotropie, en fait, est un facteur très sensible, et qu'en particulier, il y a, en comparant donc l'allongement, cette relation in vivo en rouge par rapport aux simulations, on voit que le terme d'anisotropie de l'ordre de 1,8 2 n'est pas très loin en fait de ce que l'on voit in vivo. Et on peut regarder d'autres paramètres, des déformations locales, en mesurant ici le tenseur de texture, qui est représenté schématiquement ici, je reviendrai un peu plus tard. On peut voir aussi que le terme d'anisotropie en fait, a un effet important sur ces déformations locales et que la valeur de 1,8 correspond assez bien en fait, à la phénoménologie. Alors, il ne s'agit pas d'un fil parfait, mais on voit bien que c'est un paramètre très sensible.
Le modèle a aussi ses défauts, c'est un modèle à l'équilibre, mais qui néanmoins permet de se donner une idée qu'effectivement, un terme d'anisotropie de tension de l'ordre du facteur 2, qualitativement rend compte assez bien de la relation entre allongement et processus T1 dans un tissu. Donc qui permet, donc il y a une dizaine d'années déjà, de rendre plausible le modèle proposé d'une distribution polarisée de la tension. Je vais maintenant, et si je me suis arrêté sur les études sur la drosophile, c'est que c'est certainement celles qui ont permis le mieux de faire les mesures quantitatives de ce processus, mais un grand nombre d'études maintenant réalisées dans beaucoup d'organismes ont montré que ce processus était, entre guillemets, universel. En tout cas, il se présentait dans tous les organismes modèles étudiés. Et donc, on voit ici schématiser ce dont je viens de vous parler. Par exemple, une étude dans l'épiblaste de l'embryon de poulet, dont je vous ai montré en introduction qu'il subissait un phénomène de convergence et d'extension. On peut étudier donc les déformations, contraction en bleu, expansion en rouge, et on va voir que l'extension de l'axe antéro-postérieur et convergence de l'axe médiolatéral se produit donc par les déformations que je rappelle ici, déformation en X donc négative, convergence et extension dans l'axe antéro-postérieur. On peut mesurer les composantes isotropes ou anisotropes de ce processus, représentées ici, en comparant la partie qui est dans le streak, donc cette partie-là, et puis la partie plutôt en arrière du processus, ici. Mais le point important est de regarder au niveau cellulaire. Ces cellules subissent un phénomène, dans la partie postérieure ici, subissent un phénomène de convergence et d'extension, avec intercalation cellulaire. Donc on voit ici un schéma qui illustre le type de réorganisation. On voit bien que ce type de réorganisation ressemble beaucoup à ce qu'on a pu voir chez la drosophile. Et de surcroît, l'observation de la distribution de la forme active de myosine 2, la forme phosphorylée, on reconnaît encore ces câbles dont la polarité maintenant est médiolatérale, au sens où elle permet le phénomène de convergence et d'extension de l'embryon. Voyons maintenant le tube neural, donc un processus qui est plus complexe vu qu'il est associé à la formation d'une invagination, en même temps qu'il est associé à l'extension antéro-postérieure de l'embryon. On le voyait bien dans le film que je vous montrais chez l'embryon de Xénope. Ici, l'étude est réalisée chez le poulet, mais chez la souris, le processus a aussi ressemblé énormément. On voit en fait des câbles polarisés de myosine 2 en vert et d'actine non montrés, leur mesure de leur polarité. Et les auteurs montrent par film comment les cellules également s'intercalent les unes par rapport aux autres, permettant l'allongement du cluster de cellules dans l'axe antéro-postérieur, en même temps que la convergence médiolatérale. Quand on inhibe myosine 2 par un inhibiteur de ROCK, toujours la même molécule, on bloque ce processus, les cellules restent cohésives les unes par rapport aux autres, il n'y a plus d'intercalation. Et encore une fois, des simulations numériques reposant exactement sur le même type de modèle à l'équilibre, où on minimise une énergie d'interface entre les cellules, on peut montrer, et en appliquant un terme d'anisotropie, que les réarrangements cellulaires, intercalations se produisent, et les auteurs maintenant simplement distribuent la tension d'une façon un peu différente pour rendre compte de l'existence de ces grands câbles, beaucoup plus prononcés par exemple que chez la drosophile. Donc tout cela pour montrer que chez les vertébrés aussi, on retrouve ce processus d'intercalation dépendant d'une distribution polarisée de la tension et d'une régulation polarisée de la myosine 2. On pourrait dire, voilà un processus qui régule la tension de surface dans les cellules adhérentes et qui est une propriété singulière des épithélias. En fait, des études encore plus récentes ont montré qu'en revenant au modèle pionnier de cellules mésenchymateuses, dans lesquelles on a vu qu'il existe une activité protrusive polarisée, ces cellules non adhésives au sens où le sont les cellules épithéliales elles-mêmes, au cours de leur intercalation, on va le voir, utilisent une distribution polarisée de la tension corticale dépendante de myosine 2. On voit ici au niveau cellulaire ce phénomène de convergence et d'extension dans le tube neural du Xénope. Et on peut voir ici, marqué en vert, la distribution de la myosine 2 dans ces cellules au cours de leur intercalation. Et en particulier voir leur enrichissement dans les jonctions représentées ici en noir par rapport aux jonctions transverses. On peut voir aussi donc, la dynamique relative de ces jonctions dans lesquelles les vertex se rapprochent les uns des autres beaucoup plus rapidement, ce qui veut dire qu'ils se raccourcissent par rapport à ces jonctions de contrôle, les jonctions transverses. Et on peut voir ici, en termes de dynamique, les auteurs ne peuvent pas étudier myosine 2 parce que c'est la forme active pour laquelle il n'y a pas de marqueur direct.
l'actine, on peut voir que lors de ces phases de raccourcissement des jonctions, il y a des bursts importants de polymérisation d'actine qui pourraient peut-être, lorsque les auteurs pourront étudier la dynamique de myosine 2, renvoyer aussi à une dynamique de recrutement d'activation de la myosine 2. Toujours est-il que ces études montrent clairement qu'il existe une distribution polarisée de la myosine 2, suggérant la distribution polarisée de la tension corticale comme nécessaire au processus d'intercalation. Une revue très récente montre finalement comment, dans l'ensemble des systèmes étudiés, on voit se superposer la coexistence de deux processus cellulaires, un qui relève de processus de locomotion par protrusion cellulaire, dans ce schéma en bleu, et le phénomène de contraction polarisée dans les cellules, qui permet la modulation des interfaces cellulaires. Et on va représenter ici motilité le long de la surface latérale, contractilité dans les interfaces latérales des cellules, est nécessaire au processus d'intercalation. Une étude très récente montre également la coexistence de ces processus dans la plaque neurale de la souris. Donc finalement, en termes de la mécanique et des phénomènes de production des forces nécessaires à ce phénomène d'intercalation, retenons une forme motile, une dynamique de motilité en termes de polymérisation d'actine et quelque chose qui relève de la tension corticale dépendante du moteur myosine 2. Il convient de regarder plus en détail la mécanique de ces cellules et de voir que finalement ce que je viens de présenter est certainement nécessaire mais ne rend pas compte de toute la finesse et la richesse du processus. Dès lors que les méthodes de microscopie ont permis d'étudier plus en détail la distribution de la myosine 2, il s'est avéré que ces cellules manifestaient ce que nous avons vu en détail dans les cours 2 et 3, en particulier le cours 3, à savoir des instabilités spatiales qui étaient extrêmement importantes pour la dynamique, pour comprendre la dynamique des jonctions. Il s'agit ici, comme on peut voir dans ce film, de la pulsatilité du réseau d'actomyosine. Donc, nous avons déjà vu cette pulsatilité, le réseau qui l'active, Rho-GTP, Rho-kinase et la phosphorylation de la chaîne régulatrice de myosine 2. La densité de la myosine 2 apicale dans cette surface subit des oscillations temporelles. On peut montrer que ces oscillations de myosine 2 sont corrèle temporellement avec le processus de raccourcissement des jonctions qui, comme on peut le voir ici, procède par étapes. Et on peut utiliser les méthodes d'ablation focale par laser du réseau d'actomyosine pour montrer que, voici ici un pulse d'actomyosine qui raccourcit la jonction en noir. Son ablation donne naissance immédiatement à une relaxation de la jonction. Donc on peut montrer que mécaniquement, l'ablation focale de ce réseau d'actomyosine est nécessaire au processus de maintenance de l'état contracté de la jonction et donc de la maintenance de la longueur des jonctions. Et que donc le processus de pulsation est nécessaire au processus d'intercalation. En répétant ce processus, de fait, la cellule ne va plus pouvoir s'intercaler. On peut plus précisément définir une autre caractéristique de ces réseaux d'actomyosine. Ils sont pulsatiles. En d'autres termes, les déformations sont discontinues, elles procèdent par étapes, mais elles sont aussi associées par une phase transitoire de déformation et une phase suivante de stabilisation, représentée de façon schématique par ici la longueur de la jonction qui se raccourcit quand un pulse de myosine se présente, puis stabilisé, puis un autre pulse, etc., etc. Et en gros, en 3 pulses, la jonction est totalement raccourcie. Mais plus précisément, ce processus est orienté dans l'espace. Voilà qui est représenté ici par cette flèche en noir qui montre que le pulse d'actomyosine est dirigé par écoulement vers une des jonctions, par exemple ici la jonction à gauche, orientant ainsi la déformation cellulaire au niveau d'une jonction, celle qui doit se raccourcir. Et on voit ici le suivi de ces particules de myosine, voir qu'elles convergent de fait vers la jonction qui se raccourcit. Et puis de montrer qu'effectivement la distribution moyenne de la myosine 2 au voisinage de ces jonctions verticales est plus important qu'au voisinage des jonctions transverses. Donc il n'y a pas simplement polarisation de la tension corticale à ces jonctions, il y a aussi une polarisation de la dynamique pulsatile du réseau d'actomyosine. D'accord ? Donc il y a, en d'autres termes, polarisation de la déformation et polarisation de la stabilisation. Donc voilà 2 fonctions mécaniques du réseau d'actomyosine. Il se trouve que la stabilisation peut très très simplement s'expliquer en termes de propriétés de dissipation de l'énergie élastique du cortex cadérine actomyosine des jonctions. Je m'explique.
Si on utilise un modèle viscoélastique type de Maxwell dans lequel on a une jonction avec des propriétés élastiques et visqueuses, si l'on apporte une déformation pulsatile à ces jonctions, représentée en bleu par exemple la densité de myosine 2, on peut voir que suivant les valeurs relatives de la durée du pulse, θ, et le temps caractéristique de la dissipation, tau, on peut voir trois régimes. Si la déformation est plus courte que le temps de dissipation, la déformation est réversible. On déforme, et après disparition du pulse, le système se comporte comme un élastique, et donc il y a réversibilité complète de la déformation. Si en revanche on commence à augmenter la durée de la déformation, c'est-à-dire qu'on laisse pendant la durée du pulse le temps au processus moléculaire d'actine, de cadérine, de se réarranger, etc., à ce moment-là, le temps de dissipation va être plus long, et à ce temps de dissipation fixe, la durée de déformation étant plus longue, on laisse le temps à cette dissipation de se produire, et donc on va petit à petit rentrer dans un régime où la déformation devient de plus en plus irréversible. Donc voilà ce que donne le modèle. On peut maintenant étudier la corrélation entre cet index de réversibilité, ou plutôt d'irréversibilité de la déformation, et la durée du pulse. Donc voici des données expérimentales qui montrent qu'à mesure que le pulse est plus long, l'irréversibilité augmente, et qui est donc parfaitement expliquée par un modèle de Maxwell. Et en utilisant ce modèle, et en utilisant les données expérimentales où l'on voit en noir la déformation de la jonction par rapport à la densité de myosine 2, et en voyant de manière à fitter le modèle, pour le raccourcissement des jonctions, on peut mesurer un temps caractéristique de dissipation de l'ordre de 50 secondes. Donc finalement, et je résume quelques résultats importants de ce travail, mais qui est cité ici, le point important, c'est que l'on peut simplement expliquer la stabilisation des jonctions en termes de propriétés intrinsèques de dissipation de l'énergie élastique aux jonctions, laquelle dépend évidemment des processus moléculaires du style turnover, recyclage des composants du filament d'actine, du couplage avec les processus d'adhésion. Ce terme de dissipation est d'ailleurs un élément que j'avais souligné à la fin de mes cours l'an dernier sur l'adhésion comme un élément largement sous-estimé dans l'étude de l'adhésion, extrêmement important. Mon intuition, c'est qu'en fait, ce temps de dissipation n'est pas simplement l'actine en tant que tel, que le couplage dynamique entre l'actine et les cadérines. Et donc, cela renvoie à une étude beaucoup plus approfondie du lien entre tension corticale et adhésion, lequel me semble actuellement sous-estimé. J'en viens à peut-être un dernier point qui me semble important, qui est finalement, comprend-on à partir de là en quoi la tension modifie les interfaces cellulaires? Si on y réfléchit bien, sachant que ces interfaces cellulaires sont stabilisées par les complexes adhésifs, et donc se rappelant les cours de l'an dernier sur l'adhésion, on voit bien qu'on est dans une situation complexe. Toute une des données dans la littérature que j'avais rappelées l'an dernier montraient en quoi l'adhésion est renforcée par les phénomènes contractiles. Et une manifestation de cela dans l'embryon drosophile est qu'à augmenter ou supprimer la tension médio-apicale, celle qui résulte de ce complexe pulsatile apical des cellules, on peut réduire ou augmenter la densité de cadérine. Donc de fait, la cadérine aux jonctions est sensible à la tension résultant du complexe d'actomyosine, du réseau d'actomyosine médio-apical, et qui vient, en tout cas nous proposons, de ce phénomène de tension, des contraintes sous tension de ces complexes adhésifs. En revanche, comme on le sait bien, les jonctions verticales se désassemblent sous l'effet de la myosine 2. On est donc là dans des situations finalement différentes, presque orthogonales dans la mesure où là maintenant les tensions désassemblent les complexes cadérines et font exactement le phénomène inverse. Et dans cette étude, nous proposons et testons l'hypothèse que ce n'est pas tant en fait l'amplitude des forces qui compte qu'en fait que le mode des contraintes qui sous tension stabilise cadérine et dans un mode de cisaillement les déstabilise. Alors je mentionne rapidement comment on peut étudier par inférence de force non seulement la tension, mais même le cisaillement au niveau des jonctions, en étudiant la variation spatiale des tensions corticales de chaque côté, et en moyennant sur l'ensemble des jonctions, on peut voir que ça va être par exemple le rapport entre les termes de tension T1 sur T plus T3 moins T2 plus T4. Et donc cette non-symétrie des termes de tension au voisinage d'une jonction qui se raccourcit définit un terme de cisaillement, représenté ici de façon schématique. On peut montrer déjà une anticorrélation significative entre ce cisaillement et la densité de cadérine. Et surtout, au-delà de cette corrélation, on peut faire des expériences d'ablation
qui vont modifier ce cisaillement et en particulier l'augmenter. Et dans cette expérience, on ablate avec le laser, par exemple la jonction T4 ou T2. Cela prédit en fait une augmentation du cisaillement et en ce faisant, on abaisse la densité de cadérine, alors qu'en moyenne, toutes les jonctions autour augmentent sur le même laps de temps leur densité de cadérine et ça ne s'explique pas simplement par exemple, un effet de dilution lié à l'augmentation de la jonction, parce qu'en l'occurrence, ces jonctions en fait, diminuent leur longueur. Donc là, on a bien une expérience qui semble indiquer un effet causal du cisaillement sur la densité de cadérine. Donc, je voudrais simplement préciser ici, en tout cas, une piste de lecture qui me semble importante à suivre à l'avenir, qui ne raisonne pas en termes de tension corticale de façon abstraite, c'est-à-dire indépendante du couplage avec les processus d'adhésion, mais qui essaye précisément de les intégrer, comme je l'avais proposé l'an dernier dans les cours sur l'adhésion, en voyant leur intégration avec la tension corticale, et de dire que sous tension, les zones adhérentes se renforcent, et donc permet que le tissu ne se rompe pas sous l'effet de ces tensions importantes. Par exemple, on a ce phénomène de penser à ce qu'on en a vu la dernière fois, de constriction apicale, où les jonctions doivent rester robustes. Donc sous tension, la cohésion des cellules et des interfaces cellulaires demeure. En revanche, dans ces mêmes cellules, au même moment qu'elles sont stabilisées par la tension, par les contraintes sous tension, le cisaillement permettrait un remodelage des jonctions. On ne comprend absolument pas ce processus en termes moléculaires, mais nous pensons qu'il serait important de l'étudier. Et c'est pourquoi je voulais finir par ce point-là. Par ailleurs, il est important de penser à ce phénomène de cisaillement comme potentiellement lié à ce que j'ai présenté précédemment, à savoir le fait que la dissipation viscoélastique semble jouer un rôle très important dans les processus d'irréversibilité des jonctions cellulaires. Donc on voit qu'à partir de l'intuition assez simple que la tension polarisée est nécessaire au phénomène d'intercalation, au sens où on pense à un élastique et au rapprochement des vertex, en pensant non pas en termes de vertex, comme des points mécaniques, comme des points physiques couplés les uns aux autres par une tension, mais à des interfaces adhésives, on voit bien que, on ne comprend pas vraiment en quoi la tension remodèle ces interfaces, et les pistes de lecture que je propose sont celles qui intègrent à la fois les phénomènes de dissipation, c'est-à-dire le turnover du processus, et le phénomène de cisaillement, qui ne dépend pas simplement de la distribution de la tension locale, mais de leur distribution globale au niveau de ces interfaces, en mesurant en particulier le cisaillement. Voilà qui se focalise sur cette partie raccourcissement de la jonction. Je vais aller plus vite pour montrer qu'il convient d'étudier également cette deuxième phase de l'intercalation, qui est l'extension de la nouvelle jonction, vu que c'est l'ensemble de ces deux processus qui donne naissance au processus d'intercalation. On va voir que ce processus est aussi dépendant de l'actomyosine. Et d'abord, pour commencer, je voulais vous montrer que la phase d'extension de la jonction, ici en rouge, correspond en gros à la phase la plus significative d'extension du tissu, c'est-à-dire de déplacement des centroïdes des cellules visualisées ici, que l'on peut voir là. On peut déjà montrer par des simulations numériques tout à fait semblables à celles que j'ai présentées avant, que ce processus d'extension des nouvelles jonctions est un processus qui est actif au sens où il nécessite une régulation polarisée dans un modèle, par exemple, d'énergie, une relaxation en fait polarisée des jonctions. Si jamais on apporte des contraintes dans la simulation au processus d'intercalation, c'est en tout petit, donc difficile à lire, il faudrait vraiment changer de projecteur. On peut voir déjà dans les simulations que lorsque, moi je peux mieux lire sur mon écran, quand on met en fait une contrainte mécanique ici par rapport à la situation contrôle, donc en fait quand on enferme dans une boîte, si vous voulez, les cellules qui ont une distribution anisotrope de la tension, on bloque en fait le processus d'intercalation en bleu et l'allongement des jonctions. D'accord ? Si en revanche dans cette configuration-là maintenant on permet une relaxation polarisée des jonctions, donc mimant l'effet d'un processus actif, à ce moment-là on rescue le processus d'intercalation et d'allongement des jonctions. Et de fait dans les expériences, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, on peut utiliser l'analogue de ce que dans les simulations on représente par une contrainte, c'est-à-dire comme si on mettait les cellules dans une boîte. On peut utiliser des outils génétiques ou mécaniques qui finalement contraignent, enferment les cellules qui produisent leur intercalation et montrer que tout en les enfermant dans cette boîte, entre guillemets, les cellules continuent de s'intercaler, indiquant qu'il y a bien un processus actif dans ce processus d'allongement de la nouvelle jonction. Et de fait, analysant plus précisément la densité de myosine 2
dans les parties antérieures et postérieures de la jonction qui s'allonge, représentée ici, on peut montrer déjà une corrélation entre le rapport de tension en rouge antérieur et postérieur par rapport à la zone dorso-ventrale, comme s'il y avait donc une polarité de la tension des surfaces des cellules au voisinage de la jonction qui s'allonge. Et deuxièmement, utilisant les ablations qui font disparaître la tension dans ces cellules-là. Donc là, je souligne les études aussi du laboratoire de Fernandez-Gonzalez qui montrent qu'en faisant disparaître la tension ou en l'augmentant, on joue négativement ou positivement sur le processus d'extension des jonctions. Donc, le processus d'extension des jonctions est aussi un processus actif. D'autres mécanismes ont été décrits qui reposent plutôt sur une inhibition de la tension de myosine dans les jonctions horizontales. Donc on voit bien que les cellules peuvent utiliser tout un arsenal divers et varié de régulation de la tension qui, in fine, produit le même processus, et même potentiellement des régulations de propriétés adhésives par cadérine. Donc on voit maintenant, j'ai clos donc cette présentation des aspects locaux cellulaires de la mécanique du processus d'intercalation, qui donc, je résume, relève de processus de protrusion polarisée dépendant de la polymérisation d'actine, et je me suis plus attardé sur le processus important, car aussi très général, de régulation de la tension corticale, qui doit se comprendre en termes de couplage avec les processus d'adhésion. Voyons maintenant les processus d'interaction tissulaire, en voyant à une échelle plus macro, en se disant, est-ce que finalement la mécanique locale suffit à rendre compte du processus macroscopique, ou ne faut-il pas prendre en compte aussi les conditions finalement aux frontières du tissu, ce qui se passe au voisinage d'un tissu pour comprendre sa dynamique? La réponse est dans la question, et nous allons voir qu'effectivement ces conditions extérieures au voisinage d'un tissu sont importantes pour expliquer l'allongement d'un tissu. En suivant notre modèle préféré, mais nous verrons dans d'autres systèmes le même concept, on peut déjà voir que le long de l'axe antéro-postérieur, les cellules, notamment proches de la partie postérieure, sont déformées le long de l'axe antéro-postérieur. On le voit ici dans cette mesure venant de l'équipe de Bénédicte Sanson, on voit l'augmentation de l'anisotropie des formes au cours du temps. Cette déformation dépend de la spécification de la partie postérieure de l'embryon. Ce mutant torso-like en fait bloque la spécification de la partie postérieure de l'embryon. Donc cette force qui vient en fait de l'invagination de l'endoderme, que nous avons vu en fin de cours dernier, est nécessaire à ce processus d'allongement des cellules le long de l'axe antéro-postérieur. Une autre expérience indique la même chose. Si l'on cautérise l'épithélium avec la membrane vitelline, juste située au-dessus de l'épithélium, le long de cette ligne, donc là, pensez que les cellules sont collées à la membrane vitelline. À ce moment-là, on voit au bout de quelques minutes qu'il y a une déchirure qui se produit dans le tissu, qui dépend de la spécification de ce tissu postérieur, parce que quand on bloque cette spécification postérieure de l'embryon, la déchirure ne se produit plus. Donc cela indique bien ce qui est représenté par ce schéma. Les cellules sont étirées par des contraintes qui viennent de la morphogénèse de l'endoderme, de la partie postérieure de l'embryon. On peut utiliser encore les outils de simulation numérique pour tester finalement l'hypothèse du rôle de ces contraintes externes dans le processus d'intercalation et du lien entre extension et processus T1. Et en particulier, on peut modéliser deux cas de figure, le cas de figure dans lequel la partie postérieure du tissu est libre et celle dans laquelle elle est tirée par une contrainte appliquée de façon continue au tissu, alors que les intercalations sont produites par l'anisotropie de tension et notamment le fait que les jonctions qui se forment se font d'une façon entre guillemets active, c'est-à-dire par une relaxation anisotrope de la tension. Et l'on peut voir que lorsque l'on a des contraintes polarisées sur l'ensemble du tissu, effectivement, l'augmentation relative de la longueur du tissu est plus importante, d'une façon qui est conforme à ce que l'on observe expérimentalement en termes d'augmentation relative de la longueur du tissu. Donc ceci semble indiquer en tout cas qu'en utilisant ce modèle à l'équilibre, les contraintes externes joueraient aussi un rôle. Et des expériences d'ablation montrent effectivement, dans différents cas de figure, le cas sauvage, le cas où l'on bloque l'invagination de l'endoderme, c'est-à-dire ce processus actif qui apporte des contraintes sur le tissu,
on modifie en fait l'anisotropie cellulaire locale. Donc finalement, ce terme de tension locale que j'ai montré et qui, par des techniques d'ablation, dépend de la myosine 2 polarisée localement, dépend en fait aussi, en tout cas dans la partie postérieure de l'embryon, de la tension résultant de l'invagination de l'endoderme. Donc retenons que localement, lorsque l'on mesure par ablation la tension, celle-ci intègre des phénomènes locaux liés à la contractilité d'actomyosine et de phénomènes non locaux qui se propagent dans le tissu et qui résultent en fait de contraintes appliquées par un autre processus aux frontières. Et que les deux sont nécessaires au processus, à la tension mesurable par des techniques d'ablation. Et en se rappelant que le blocage du processus de l'invagination de l'endoderme, l'inhibition de ce processus bloque complètement l'extension d'un tissu, on voit bien le jeu conjugué de contraintes locales venant de processus d'intercalation et qui dépend de la myosine 2 polarisée, nous l'avons vu, mais également de contraintes non locales qui se propagent depuis la partie postérieure vers la partie antérieure, avec un gradient qui renvoie à l'existence de friction du reste, et que, en l'absence de ces contraintes non locales, en fait, les cellules s'intercalent bien, mais par contre, les angles sont très affectés. Au lieu que l'extension soit principalement le long de l'axe d'allongement du tissu, il y a maintenant une discordance dans laquelle ces angles d'extension de jonction sont découplés, en tout cas partiellement, de l'axe principal d'allongement du tissu. Donc finalement, la notion à retenir ici est de dire que le jeu conjugué de ces contraintes locales et non locales permet au tissu de ne pas rentrer dans un régime purement élastique où, par exemple, l'intercalation ne se produisant pas, le tissu serait sous contrainte par l'invagination du tissu postérieur. On serait dans un régime, entre guillemets, purement élastique, où seules les cellules se déforment, à un mode plus visqueux, dans lequel l'intercalation permet une fluidisation du tissu, et donc l'orientation des déformations cellulaires en lien avec, qui suit en fait les contraintes non locales apportées par les tissus aux frontières. Donc pensons qu'en dépit des contraintes locales, les cellules intègrent des contraintes qui viennent des frontières de son tissu par d'autres processus morphogénétiques. J'en ai nommé un en particulier qui est l'invagination de l'endoderme. Ce processus, cette notion est très générale. Elle a été étudiée dans un autre exemple remarquable qui est la formation de l'axe proximodistal chez la drosophile, et à savoir la formation de l'aile. On peut voir au cours du temps, alors sur des échelles de temps beaucoup plus longues et mettant en jeu un nombre beaucoup plus important de cellules, on peut voir en fait un écoulement des cellules de la partie distale vers la partie proximale, qui s'amenuise après. Et on voit ici ce tissu en bleu, qui correspond grosso modo à l'épaule, qui se contracte au cours du temps. Et ce phénomène de contraction est à l'origine en partie de ce phénomène d'écoulement, vu que quand on réalise par ablation laser une césure entre l'aile proprement dit et la partie en bleu, l'épaule, on voit en fait que l'écoulement des cellules est fortement réduit et de fait, l'extension du tissu est réduite, l'allongement du tissu est réduit. Donc voilà une étude très macroscopique du processus, mais qui montre aussi l'importance de couplage mécanique entre deux tissus. Plus précisément, les auteurs maintenant ont montré que ce n'est pas simplement la contractibilité proximale, mais même le couplage mécanique dans la partie distale de l'aile qui est nécessaire à ce processus. Et en particulier, donc les auteurs caractérisent en partie distale un composant de la matrice extracellulaire que l'on voit ici en vert et schématisé ici, qui couple mécaniquement la partie apicale des cellules à ce qui serait l'équivalent de l'enveloppe inerte en fait, de l'aile, représentée donc ici en rouge. Et ce qui est remarquable, c'est qu'on peut modifier spatialement la densité de ce couplage matrice extracellulaire en utilisant une ablation génétique de ce composant de la matrice. Et l'on peut voir qu'on peut modeler la forme de l'aile en modelant simplement la distribution spatiale de ces ancrages mécaniques. Par exemple, lorsque l'on fait disparaître le couplage dans la partie la plus distale et au centre, à ce moment-là, on forme une petite indentation dans l'aile, qui est encore plus importante ici. Et en revanche, lorsque l'on bloque simplement le couplage dans les parties les plus antérieures et postérieures, on réduit l'aile le long de l'axe antéro-postérieur. Donc il semble que finalement, une variable d'ajustement du système, si l'on pense même à l'évolution des formes des insectes, pourrait simplement jouer sur ce paramètre de contrôle qui est en fait le couplage mécanique de la partie distale de l'aile par la matrice extracellulaire. Et cela joue un rôle étant donné les forces, par exemple sans doute contractiles, venant de la partie proximale du tissu. Donc pensons à un tissu comme étant couplé
aux frontières antério-postérieures, ou proximo-distales plus exactement, avec un phénomène contractile d'un côté, et de l'autre côté, un couplage mécanique qui permet en fait la génération de contraintes internes dans le tissu qui se manifestent en termes d'écoulement des cellules et de morphogénèse macroscopique. Une autre étude, finalement, s'affranchissant encore plus de l'individualité des cellules et en voyant simplement la distribution des contraintes, de la tension contractile provenant de la distribution anisotrope de myosine 2. C'est un article aussi récent qui caractérise sur l'ensemble de l'embryon, en fait deux articles. Il y a un autre article qui a été publié au même moment, qui utilise exactement la même méthode, qui en fait modélise la surface de l'embryon comme étant en fait un écoulement visqueux généré par les contraintes actives liées au cytosquelette d'actomyosine et qui caractérise déjà les écoulements à l'échelle de l'ensemble de l'embryon et en particulier identifie très précocement un processus d'écoulement convergent vers la partie dorsale de l'embryon qui s'inverse ensuite et qui donne naissance à même des vortex dans les parties médiolatérales que je n'ai pas caractérisées. Les auteurs utilisent en fait ce modèle viscoélastique, utilisent la distribution spatiale dans la partie basale des cellules et dans la partie apicale des cellules de la myosine 2, et à partir de ces données-là, en fait, caractérisent des paramètres mécaniques de viscosité qui rendent compte remarquablement des écoulements macroscopiques observés. Donc on a ici la comparaison des données expérimentales et du modèle, et la différence indique finalement un assez bon fit entre ces deux événements. Je voudrais souligner le fait que cette non-localité des contraintes a deux origines. La première, c'est la non-compressibilité des aires de la surface apicale de l'embryon, qui fait qu'une contrainte locale peut réaliser effectivement un forçage qui va se propager à grande distance, de sorte que ce qui se passe, par exemple, dans la partie ventrale de l'embryon peut avoir un impact en termes d'écoulement dans la partie dorsale. Donc cet effet non local vient de cette non-compressibilité du matériau en question. La deuxième est la possibilité de couplage mécanique, c'est-à-dire qu'une contrainte locale peut modifier la distribution du moteur myosine 2 ailleurs par un effet à caractériser, mais les auteurs identifient la possibilité que l'invagination du mésoderme dans la partie ventrale modifie le terme de polarité latérale des cellules. Nous le reverrons tout à l'heure. En fait, nous le voyons tout de suite, vu que cette diapositive indique que alors les auteurs étudient la polarité de myosine 2 et cette anisotropie. Si les auteurs sont intéressés si vous êtes intéressé par les méthodes utilisées, je vous renvoie à cet article. Je n'ai pas le temps de le développer, mais les auteurs peuvent, sans segmenter les cellules, mesurer la polarité locale de myosine 2 en la moyennant et montrer que dans un mutant qui n'a plus d'invagination du mésoderme, on voit ici en contrôle l'augmentation de ce terme d'anisotropie de myosine 2 et qui est plus faible lorsque le mésoderme ne s'invagine pas. Donc pensons à l'idée que l'invagination du mésoderme, en tirant sur les cellules, pourrait générer en fait mécaniquement une augmentation de l'anisotropie de la tension. Nous allons maintenant, finalement, aborder la question des divisions cellulaires. Les divisions cellulaires, je l'avais présenté en introduction, jouent un rôle, on l'imagine, important si elles sont polarisées. Nous verrons qu'elles jouent un rôle si elles sont polarisées et aussi si elles ne sont pas polarisées, ce qui nous amènera à voir les interactions entre division cellulaire et intercalation. Déjà, pour mettre les choses un peu en perspective, et si l'on connaît les plantes, chez les plantes où les cellules ne se déplacent pas, la croissance ou l'extension d'un tissu se fait systématiquement par régulation de la croissance des cellules, c'est-à-dire un terme de modification de la masse ou du volume des cellules, en même temps que le processus de division cellulaire qui est une conséquence de ce phénomène de croissance lui-même. Et donc, la spécification de l'amplitude de la croissance, de son anisotropie et de sa direction, permet de caractériser des règles locales et on peut, moyennant des données empiriques qui mesurent par la forme des clones précisément ces termes d'amplitude, d'anisotropie, de direction de la croissance, en les moyennant localement. On verra qu'on peut le faire par des méthodes computationnelles, mais en tout cas, là, les auteurs ici le font en analysant la forme des clones qui intègrent sur une certaine échelle de temps le processus de croissance.
on peut voir que maintenant un modèle numérique peut prédire adéquatement la forme d'un pétale à partir de ces règles locales. Donc on est dans un cas ici simple où finalement c'est la croissance strictement des cellules et en particulier amplitude, anisotropie, direction qui en fait est prédictive de la forme de l'organe. Mais on va voir qu'en fait chez les animaux où les cellules peuvent bouger et interagir d'une façon plus complexe, certes les divisions cellulaires jouent un rôle important, notamment en termes d'orientation, qui serait presque un terme de croissance polarisée, mais même dans les cas où en fait les cellules ne croissent pas, donc la division en fait réduit, coupe en deux la taille des cellules, les divisions cellulaires, le phénomène de prolifération proprement dite, d'accord, a un impact positif sur l'extension d'un tissu. Voilà, donc je vais développer ces 3 points successivement. Donc le premier, finalement, remonte au début des années 2000, dans lesquelles une étude chez le poisson zèbre avait montré que l'extension de l'axe antéro-postérieur du poisson zèbre dépend aussi d'un processus qui ordonne dans l'espace, qui polarise les divisions cellulaires. On voit ici, dans la surface de l'embryon de poisson zèbre, la polarité de ce phénomène de division, à la fois en surface et en profondeur. Dans des mutants, j'y reviendrai plus tard, qui conduisent à une randomisation, la distribution de l'orientation de ces divisions cellulaires, on voit aussi que l'axe antéro-postérieur de l'animal est réduit. Donc il y a une corrélation entre randomisation des divisions cellulaires et entre polarisation des divisions cellulaires et augmentation de l'axe antéro-postérieur de l'animal. On voit ici, dans cet embryon de caille ou de poulet, je ne me souviens plus, mais on va dire sans doute de caille, on peut voir ici, au cours de ce phénomène de convergence et d'extension, nous avons tout à l'heure vu en quoi les intercalations cellulaires jouent un rôle important. Je vais maintenant vous montrer en quoi les divisions cellulaires jouent également un rôle important, sans doute en permettant une fluidisation des cellules, c'est-à-dire que le tissu ne se comporte pas simplement comme un matériau élastique qu'il faudrait déformer, avec les limites qu'imposeraient ses propriétés, mais comme un tissu, un fluide, quelque chose qui s'apparente à un fluide visqueux dans lequel les cellules se divisant permettraient ces propriétés. Elles viennent en particulier du fait que, analysant les divisions cellulaires, on peut voir 2 cas de figure. Les cellules dans lesquelles les cellules se divisent restent en contact l'une de l'autre. On peut voir ici ces 2 cellules. Et d'autres cas dans lesquels, au cours d'une division, les cellules filles se séparent l'une de l'autre, dans lesquelles donc, finalement une division cellulaire s'apparente à un phénomène d'intercalation. Donc l'existence de ces 2 processus est remarquable, et les auteurs montrent qu'en divisant, en réduisant, en bloquant la division cellulaire, le tissu, donc on voit ici l'impact en termes donc, de maintenance des contacts entre cellules voisines, et on voit qu'au niveau macroscopique, les écoulements caractéristiques des cellules que l'on peut voir ici par ces projections temporelles des trajectoires des cellules, et donc notamment ces mouvements convergents, ici on voit qu'en fait cette dynamique est largement affectée, ce qui indique que donc, le processus de division cellulaire est nécessaire à l'émergence de dynamiques macroscopiques à l'échelle de l'ensemble du tissu, et que les auteurs ici interprètent en termes d'impact sur le phénomène d'intercalation qui est localement produit au cours de division cellulaire. J'aimerais maintenant rentrer un peu plus en détail, mais tout en restant quand même un peu superficiel, faute de temps, sur une étude qui apporte un moyen très quantitatif d'étudier précisément tous ces processus. Donc c'est un article qui est assez récent, qui se lui-même l'extension d'une étude plus ancienne. Je mentionne aussi une autre étude qui a été publiée à peu près au même moment, qui propose aussi un formalisme qui permet d'étudier les déformations locales d'un tissu en termes des processus cellulaires qui la gouvernent, mais utilisant une méthode différente qui me semble, moi, moins intuitive et peut-être moins générale aussi. En tout cas, l'objet est le suivant. On sait que l'objet est de comprendre en quoi une déformation locale d'un tissu procède d'événements cellulaires qui sont division cellulaire, intercalation, des changements purement géométriques de la cellule qui peut s'allonger par exemple, et également, même si finalement cela se révèle avoir peu de contribution dans les processus étudiés, la disparition d'une cellule par mort cellulaire par exemple.
Donc si on se concentre principalement sur le processus de division et d'intercalation, les auteurs en fait, développent un tenseur de déformation qui a les caractéristiques suivantes. Il permet de se décrire en termes d'un terme géométrique, un tenseur de déformation géométrique, S pour shape, et de déformation topologique. Donc géométrique, ça va être la forme des cellules. Topologique, ça va être les divisions et les intercalations. Topologique, parce qu'on voit bien que les interfaces cellulaires sont modifiées. Une nouvelle interface apparaît ici, une disparaît et une autre se forme de façon perpendiculaire lors d'un réarrangement. Ces tenseurs construits ont les caractéristiques requises d'être sans dimension. Ils moyennent le processus localement en utilisant la statistique des liens entre les cellules, que l'on peut voir ici à partir des centroïdes, les distances avec les voisines, et en moyennant sur une zone particulière, comme on va le voir, et qui est aussi construit de telle sorte qu'il devient nul dès lors que pour tout ce qui serait en fait une translation ou une rotation du matériau, qui permet donc de voir les déformations internes produites par la division cellulaire, l'intercalation, l'apoptose. Et finalement, à partir de là, on peut étudier la dérivée temporelle, donc avoir un rate de ces tenseurs de déformation, qui, pour le tissu, peut se décomposer en ces différents éléments, qui chacun, en fait, est mesuré individuellement à partir des statistiques des liens entre les différentes cellules. Et donc, on peut, avec cette définition tensorielle, caractériser l'amplitude, que l'on va voir sous la forme de la taille d'un cercle, l'anisotropie, qui est en fait mesurée en fait visuellement représentée par la longueur de la barre ici, et ainsi que sur la direction principale. On voit ici dans un film d'un tissu dorsal de l'embryon drosophile. Là, vous allez le voir dans ce film, à la fois la squelettisation du tissu, les zones dans lesquelles, par un code de couleur, ces différents processus se produisent. Et on va voir maintenant, moyenner dans les zones représentées par ces carrés avec ces bords cellulaires, l'évolution temporelle de ces différents taux, de ces différents paramètres, strain rates, avec leurs composantes. Donc là, c'est pour l'ensemble du tissu, les divisions cellulaires, réarrangement, intercalation, contribution des déformations cellulaires. Et l'on peut voir donc ici, de façon remarquable, l'évolution de ces paramètres, alors que les cellules se divisent ici. Donc deuxième série de division cellulaire, on voit l'augmentation du terme de division cellulaire. Et nous allons voir maintenant étudier plus en détail les interactions entre division et réarrangement cellulaire. C'est le point sur lequel j'aimerais m'arrêter. On voit ici, dans ce tissu, la représentation à un stade donné de moyenne de ces strain rates, et on peut voir maintenant superposer la contribution des différents processus, réarrangement, division cellulaire et forme cellulaire. On voit différentes zones. Je voudrais m'arrêter sur deux zones en particulier, la zone 1 et la zone 3. On peut déjà voir qu'il y a une grande variabilité spatiale des contributions relatives de ces différents processus. Et en particulier, dans la zone 1, on voit bien que... alors, en fait, les auteurs ici étudient la projection sur l'axe principal de déformation du tissu, donc en fait, est rendu à une valeur d'unité ici. On peut voir en fait la projection de ce processus par produit en considérant, par exemple, les divisions cellulaires, l'intercalation ou les changements de forme. Et donc, il va être supérieur à 0 s'il est dans le même sens, et il va être inférieur à 0 s'il contribue négativement à l'extension locale, si c'est perpendiculaire. Et dans ce cas-là, on le verra par un cercle qui est coloré. Donc on voit ici dans la zone 1 en particulier que division cellulaire, intercalation et anisotropie des formes cellulaires sont toutes une contribution positive à la déformation locale du tissu. Mais en revanche, dans la partie numéro 3, on voit ici que l'inverse de l'intercalation et des déformations cellulaires qui jouent positivement pour l'allongement du tissu, les divisions cellulaires, elles, jouent négativement, c'est-à-dire qu'elles sont distribuées perpendiculairement. Et donc, il va falloir expliquer ce processus. On voit bien donc que les interactions entre division et extension d'un tissu sont importantes potentiellement non seulement lorsqu'elles sont alignées, conformément à cette idée intuitive que polarisation des divisions cellulaires joue un rôle dans l'extension, mais également potentiellement dans les parties qui sont orthogonales. En tout cas, on va voir dans la diapositive suivante le fait qu'elles ont effectivement un rôle. Pour cela, les auteurs modifient
le taux de division cellulaire. On peut utiliser un mutant qui est en fait un facteur qui bloque, dont l'expression bloque la transition G2 mitose. Et donc en surexprimant ce facteur dans tout le tissu, on voit une suppression très très forte des divisions cellulaires qui deviennent résiduelles que dans quelques endroits. Et de fait, lorsqu'on étudie le tenseur de division cellulaire, on voit qu'il est réduit quasiment à zéro. Ensuite, on peut étudier dans les conditions sauvages et dans les conditions mutantes le tenseur de déformation, en tout cas son taux de variation, et on voit qu'il est différent et en faire la différence. Et pour étudier plus spécifiquement la contribution de division cellulaire au processus d'extension d'un tissu, on peut simplement prendre la composante de cette différence entre le sauvage et le mutant et de voir en fait sa projection sur l'axe principal de déformation dans le sauvage. Et l'on voit que quasiment partout dans le tissu, les cercles sont colorés, ce qui veut dire que le blocage des divisions cellulaires a réduit le processus d'allongement sauvage du tissu, y compris dans les zones, la zone 3 de ici, dans lesquelles les divisions cellulaires étaient pourtant orthogonales à l'axe local d'extension du tissu dans le sauvage. Ce qui veut dire que, indépendamment en fait, de l'orientation des divisions cellulaires, elles jouent toujours un rôle dans l'extension du tissu, qu'elles soient naturellement orientées le long de l'axe principal de déformation ou qu'elles soient orthogonales. Et on voit du reste que lorsqu'on étudie maintenant les réarrangements cellulaires, ils sont aussi réduits dans cette zone où en fait les divisions cellulaires ont été bloquées. Ce qui semble indiquer que les divisions cellulaires pourraient avoir un rôle sur les processus d'intercalation, quand bien même elles sont orthogonales au processus d'extension locale du tissu. Et c'est ce en quoi elles pourraient peut-être participer au processus d'extension. Une simulation numérique teste cette hypothèse en maintenant regardant l'effet de contrainte axiale apportée à l'ensemble du tissu, en partant d'un cas où il n'y a pas de division cellulaire. Ces contraintes en fait, induisent une déformation en termes de réarrangement cellulaire et de déformation géométrique des cellules. Si maintenant on permet les divisions uniquement dans l'axe principal d'extension, en fait c'est surtout elles qui absorbent l'extension du tissu, alors que les réarrangements et les changements de forme cellulaire jouent un rôle minime. Mais maintenant, si l'on autorise les divisions, mais maintenant orthogonales à l'axe principal des contraintes apportées au bordure du tissu, dans cette simulation, à ce moment-là, on voit une augmentation importante des réarrangements cellulaires qui d'ailleurs permettent l'extension du tissu. Donc c'est une simulation qui montre que, en tout cas, la possibilité d'interaction, de non-indépendance entre les processus de division et d'intercalation. Donc retenons les deux notions suivantes. Oui, les divisions cellulaires, de par leur caractéristiques tensorielles, le fait qu'elles aient une anisotropie et une direction, jouent un rôle important dans le processus d'intercalation, dans le processus d'extension d'un tissu, mais elles jouent aussi un rôle lorsque leur axe principal est orthogonal à l'axe d'allongement du tissu, parce que vraisemblablement elles joueraient sur le processus d'intercalation. On voit donc une interdépendance qui est ici décrite et dont les mécanismes in vivo demandent à être caractérisés à la fois au niveau biologique et même d'un point de vue physique. J'en viens au dernier point qui nous intéressera aujourd'hui et qui est effectivement ce processus de polarisation des comportements cellulaires. On voit bien que cette description tensorielle en fait, des comportements cellulaires renvoie en fait, à un terme d'anisotropie et d'orientation de ce processus. D'un point de vue très général, le phénomène de polarité planaire, qu'il concerne la division cellulaire, l'intercalation cellulaire ou la forme des cellules, nécessite à la fois un phénomène de brisure de symétrie locale. Chaque cellule va avoir un comportement, par exemple, vectoriel, et également un couplage qui fait que les différentes cellules voisines vont avoir une polarité qui est coordonnée l'une par rapport à l'autre. Donc les cellules se parlent, entre guillemets, pour coordonner leur polarité intrinsèque. D'accord ? Alors on peut voir ça en termes de brisure de symétrie sous une forme vectorielle, mais comme on le voit souvent, et de façon peut-être même plus adéquate pour des cellules qui ont une activité protrusive ou qui contractent leur surface, leur interface avec les voisines, il s'agirait plutôt d'une bipolarité représentée par cette double flèche. Mais conceptuellement, le processus est analogue. Et on voit bien que non seulement ces processus cellulaires doivent être coordonnés, mais qu'ils doivent l'être également par rapport à la polarité globale du tissu. Si l'on se présente un embryon qu'il faudrait allonger, il faut que cette polarité locale, cette bipolarité des cellules,
soit orthogonale à l'axe principal d'allongement, vu que c'est ce processus-là qui va induire l'allongement. Donc si jamais il existe des déterminants qui spécifient, par exemple, tête, abdomen, tronc et queue, suivant un gradient de morphogène, nous avons vu cette notion dans le premier cours, il conviendra que ce qui gouverne cette distribution antéro-postérieure des domaines embryonnaires soit couplé au phénomène de polarité locale qui va allonger le tissu. Sinon, on aurait un tissu qui serait plus large que long, avec la même spécification des différents attributs de segmentation de l'organisme. Et par exemple, une modification de cette polarité induirait une réorganisation locale. Il faudrait qu'il induise une modification locale de la polarité pour que la régionalisation de l'embryon et sa morphogénèse se produisent de façon parallèle et ordonnée. Donc, dans le cas de l'embryon de drosophile, on part d'une polarité unicellulaire. Vous vous souvenez, dans le cours numéro 1, j'avais parlé des morphogènes comme concept d'information de position qui régionalise l'embryon en différents domaines et qui culmine au stade qui nous intéresse dans la formation de rangées de cellules individuelles dont la distribution est à l'origine d'une, on va le voir, la brisure de symétrie des cellules qui vont acquérir une caractéristique bipolaire organisées dans l'espace et qui induisent donc cette extension antéro-postérieure de l'axe embryonnaire. Donc finalement, il s'agit de comprendre comment on couple cette information de position à cette information d'interface qui elle-même est une caractéristique de la mécanique, c'est-à-dire de la tension corticale. Alors, de très belles expériences réalisées il y a maintenant quelques années, en 2004, ont étudié finalement en quoi la modification du patron d'expression de ce gène dont j'ai beaucoup parlé, even skipped, qui forme ces rangées, représentées aussi ici et qui sont nécessaires au processus d'allongement de l'embryon. On peut voir aussi qu'il est nécessaire en fait, à la polarité planaire de myosine 2. On voit ici que cette polarité est affectée lorsque l'on est mutant pour tout ce qui forme la polarité antéro-postérieure de l'embryon. Différents exemples situés ici. Et regardez ce cas où on surexprime ce gène even skip, c'est-à-dire qu'on empêche son expression en bande. On voit que dans cette zone qui surexprime le gène, la polarité planaire est perdue. Et au voisinage de ces zones qui surexpriment ce gène IV, on peut même réorganiser localement la polarité planaire, générant ainsi maintenant de nouvelles, des courbures dans la polarité planaire. Donc il semble que la distribution en bande régulière de ce gène est nécessaire à l'organisation elle-même parallèle des axes principaux de distribution de myosine 2 et des contraintes contractiles d'actomyosine. Le lien entre ces deux processus a été caractérisé récemment par l'identification de protéines de surface qu'on appelle les protéines TOL, qui ont, comme vous le voyez, une expression en bande. Il y a 3 de ces gènes qui sont exprimés en bande, qui ne sont pas toutes recoupées les unes par rapport aux autres, et dont l'expression dépend clairement en partie du gène even skip, vu que dans ce mutant, les bandes sont plus larges ou même disparaissent complètement. Ces gènes forment des bandes qui ne se chevauchent pas totalement. Sans rentrer dans les détails un peu complexes de ce diagramme, les auteurs proposent que l'expression combinatoire de ces différents gènes définit un code combinatoire de surface qui serait à l'origine d'une information d'interface cellulaire. Ils montrent que ces gènes sont nécessaires au processus d'intercalation. Dans les mutants, l'intercalation est très fortement affectée, la zone représentée en vert, et la polarité planaire de myosine 2 est également affectée. Donc finalement, représentée de façon simple, on dirait que l'information de position dépendante des facteurs de transcription comme IV donne naissance à une information d'interface, l'interface entre les cellules vertes et les cellules grises, qui se verrait en termes d'activation de myosine 2. Alors on voit tout de suite qu'il y a, entre guillemets, quelque chose qui manque dans ce modèle, dans la mesure où il faudrait expliquer le fait que myosine 2 est souvent activée de façon principale dans les jonctions verticales et pas dans les jonctions transverses ici. Donc il semble que ce modèle n'est pas suffisant pour expliquer intégralement la polarité planaire, mais indéniablement, il y a quelque chose qui relève de l'expression polarisée de ces récepteurs TOL comme moyen de passer d'une information de position, c'est-à-dire où vraiment chaque cellule a une coordonnée antéro-postérieure, à une information d'interface qui en fait va polariser myosine 2. Alors, précisément, ce code d'information d'interface modifie la voie de signalisation que l'on a déjà vue la dernière fois,
qui régule cette voie universelle Rho-GTP qui active myosine 2 lactine et donc la tension lactomyosine. Donc là en bas, on a la tension lactomyosine que l'on connaît et cette voie-là est activée par ces GPCR, protéines G dont j'ai parlé la dernière fois, qui sont activés par des ligands. Alors justement, alors que tous les composants sont exprimés de façon ubiquitaire dans l'embryon, potentiellement on imagine que ces récepteurs TOL pourraient apporter un ligand ou indirectement un ligand qui pourrait activer ces récepteurs GPCR et qui sera à l'origine de cette activation polarisée de myosine 2 représentée ici en rouge. Alors de fait, lorsque l'on mute un GPCR ou cette protéine G-bêta ou G-gamma, on perd en fait la polarité planaire de myosine 2 et l'intercalation des cellules. On voit ici un mutant pour G-gamma, ici un mutant pour un récepteur GPCR. On perd ici l'intensité de la myosine 2 aux jonctions. Donc on a bien une voie GPCR protéine G alpha bêta gamma qui non seulement, comme on l'a vu la dernière fois, est nécessaire à l'activation de la myosine 2 apicale et dans les processus d'invagination, mais qui est également aux interfaces cellulaires et nécessaire à l'activation de la contractilité. Et je propose en tout cas un modèle de travail qui voit en quoi l'information de position embryonnaire par l'intermédiaire des récepteurs TOL pourrait biaiser d'une façon qui reste entièrement à caractériser cette signalisation GPCR qui active de façon prédominante myosine 2 aux jonctions ainsi que la pulsatilité apicale par l'autre voie. En fait, les deux en fait, cohabitent dans une cellule, mais le poids relatif de cette branche-là en rouge et de cette branche-là en bleu est tissu spécifique et dépendrait notamment de l'action de l'input des ligands de ces GPCR. Et effectivement, dans la partie ventrale et postérieure de l'embryon, l'expression à fort niveau du ligand de ce GPCR active principalement la branche bleue qui active donc myosine 2 en apicale et induit la constriction apicale. Donc on voit ici qu'une voie universelle est modulée spatialement dans différents territoires pour activer à la fois myosine 2 dans la partie apicale ou jonctionnelle et en lui donnant également une information d'une polarité planaire qui viendrait de ces récepteurs TOL. Donc on voit bien ici qu'il y a quand même pas mal de choses qui restent à caractériser mais qui permettent de voir comment peuvent se coupler l'information de position et en fait les voies d'activation de la mécanique cellulaire. Alors, à ce schéma qui relève vraiment, comme je le disais, d'un contrôle un peu hiérarchique, au sens où de l'information qui part de l'information de position de l'embryon et qui active la mécanique cellulaire, on voit en même temps, avec ce schéma d'auto-organisation, des processus locaux qui ne s'expliquent pas simplement par l'information de position. En particulier, le fait que la pulsatilité des cellules procède, comme on l'a vu au cours numéro 3, de processus mécanochimiques d'oscillation dans les cellules. On peut voir aussi d'autres feedbacks joués. Le premier, c'est un feedback caractérisé ici dans lequel la tension polarisée des cellules dépend vraisemblablement de la propre contractilité qui amplifie un biais spatial apporté par les TOL. Donc, input biochimique, amplification mécanique joue vraisemblablement un rôle. Et puis, deuxièmement, je le mentionnais tout à l'heure, le fait que des processus aux frontières, comme l'invagination du tissu, peut amplifier la polarité planaire à distance. Donc, on voit bien que par l'existence de ce processus contractile auto-organisé dans la partie médiane apicale, la pulsatilité, et par ailleurs les feedbacks locaux et à plus grande distance, on voit que le schéma d'une programmation de la polarisation cellulaire d'une façon qui procède de l'information de position embryonnaire et cascade jusqu'au niveau cellulaire. Il y a également des processus par rétroaction mécanochimique locale et à distance qui amplifient vraisemblablement ces processus et leur donnent leur existence. Je me suis attardé sur ce cas de l'embryon drosophile parce qu'il me semblait que de façon pédagogique, il permet de voir un certain nombre de concepts importants, tout en ayant rappelé ce qui se passait dans différents organismes. La notion de polarité planaire est en soi un domaine qui a une histoire longue. Je voulais préciser que dans les exemples d'intercalation caractérisés chez les mammifères, en particulier le tube neural, la polarisation du processus est typiquement dépendante de cette voie de polarisation qui dépend de cette molécule, celle sœur, qui n'est autre que flamingo chez la drosophile, qui est un GPCR. Donc, et donc cette voie est elle-même couplée directement à l'activation de Rho, ROX, toutes ces protéines que l'on connaît. En gros, chez les vertébrés comme chez les invertébrés, toute la branche d'activation de la signalisation qui active l'actomyosine est conservée. Et l'existence de GPCR semble aussi un attribut partagé par les vertébrés et les invertébrés. Et l'hypothèse que je propose, c'est que
il y a une espèce de compartimentation du domaine de polarité planaire caractérisé ici, qui là disjoint d'autres processus vus dans d'autres organismes, en particulier cette voie GPCR que j'ai montrée plus tôt dans ce cours. Et je pense qu'il conviendrait peut-être, pour des raisons à la fois évolutives et mécanistiques, de penser de façon plus unitaire ces processus de brisure de symétrie en y voyant la propriété peut-être ancienne et en tout cas plus générale de protéines GPCR qui activent par leur protéine G cette voie très générale ρ qui active la mécanique cellulaire et qui permettrait d'unifier les modèles vertébrés et invertébrés de façon plus utile. J'en viens à la conclusion de ce cours et à une ou deux diapos qui proposent en fait une synthèse de choses vues cette année en faisant référence à des choses vues l'an dernier. Donc finalement, de façon graphique, on voit bien que l'orientation de la bipolarité cellulaire est un élément central qu'elle régule l'intercalation ou la division cellulaire. La mécanique cellulaire en question, bien sûr l'intercalation, on l'a vu, la division cellulaire, d'accord ? Et ces processus-là donnent naissance à des contraintes actives locales, générées généralement par le réseau d'actomyosine, et des déformations locales, qui sont elles-mêmes polarisées et calquées sur la polarisation en amont, par exemple, de la contractilité cellulaire. Il faut y ajouter cependant un troisième paramètre extrêmement important, et je l'ai illustré aujourd'hui, savoir la géométrie dans laquelle le processus se situe et les conditions aux frontières. J'en ai signalé plusieurs, l'existence de couplage mécanique dans une partie et l'existence de contraintes qui étirent un tissu à une extrémité. Et le jeu conjugué de ces couplages et de ces tractions participe de façon importante à l'orientation spatiale des processus mécaniques cellulaires locaux. Si l'on joue maintenant sur les contraintes, la géométrie de cet environnement, par exemple dans une forme circulaire, avec un jeu de polarité cellulaire représenté par ces pointillés en rose, qui sont en fait la représentation de ce que j'ai montré ici, on voit à ce moment-là que le processus morphogénétique ne va pas être un allongement, vous voyez ici, mais plutôt en fait la convergence vers le centre. Et typiquement, si ces cellules-là au centre génèrent ces contraintes par constriction apicale, par exemple, à ce moment-là, on va avoir une invagination qui va être alimentée par l'écoulement de cellules de façon centripète. Et il y en a différentes illustrations au cours du développement que je n'ai pas forcément montrées, mais on voit bien ici que donc la géométrie, qui elle-même est dépendante d'une information de position de l'embryon, jouera un rôle important dans le type de processus morphogénétique qui découle. Donc finalement, on peut voir la morphogénèse d'un tissu comme découlant de l'intégration d'une information par exemple bipolaire ou unipolaire qui oriente les processus mécaniques cellulaires, division ou intercalation principalement, qui couplée à la géométrie et aux conditions aux frontières donne naissance à cette morphogénèse. Je voulais vous illustrer maintenant un cas, comment on peut varier sur ce thème. On pourrait imaginer, même par des simulations numériques, jouer sur tous ces paramètres et en fait faire le petit jeu de prédire un processus morphogénétique et de voir si maintenant on peut aussi, si jamais, de mieux analyser quantitativement le poids de ces différentes contributions. L'une d'elles me semble assez remarquable et je voulais la présenter en dernier. Il s'agit d'un cas dans lequel l'orientation de la polarité est modifiée selon un certain angle, je l'ai représenté ici, et en l'intégrant dans cette forme circulaire, elle induit en fait des processus d'intercalation qui vont être maintenant tangentiels par rapport à la structure annulaire de ce tissu, et moyennant en fait des frictions périphériques qui immobilisent les cellules, de naissance en fait un écoulement continu. Et donc la périodicité en fait de cette structure donne effectivement un écoulement. On voit ici une simulation numérique qui montre comment, en jouant simplement, moyennant cette géométrie sur l'orientation de la polarité initiale, on voit en fait un phénomène d'écoulement et une rotation d'un tissu, comme si on fluidifiait un tissu et permettait sa rotation. Donc on voit en fait que des choses assez subtiles, simplement l'axe d'orientation de la polarité initiale, moyennant une géométrie, donne naissance à un processus radicalement différent. Et je pense qu'il sera intéressant d'étudier plus en avant ce type de processus. Je vous renvoie à ce magnifique article qui étudie beaucoup plus en détail les processus cellulaires, montre qu'ils sont dépendants de myosine 2, etc., etc. Alors souvent on dit que dans l'évolution, les tissus font beaucoup de choses, même que la rotation n'a pas été inventée. En fait, on sait que c'est vrai, on peut penser au flagelle d'une bactérie, mais même à un niveau macroscopique, les tissus peuvent tourner
On a ici comme comment s'appelle, le mot m'échappe, un roulement à billes dans un tissu. Et en fait, il s'agit physiologiquement de la rotation de l'appareil génital de la drosophile, qui suit une rotation très conservée chez tous les insectes et qui dépend de ce processus. Alors, je pose ici une question intéressante, c'est pourquoi est-ce que ça tourne d'une façon dans le sens horaire et non pas anti-horaire? Il y a évidemment un phénomène collectif ici qui n'est pas trivial et qui renvoie vraisemblablement à la chiralité de ce processus. Les cellules sont orientées selon cet axe vers la droite, alors que ça pourrait être vers la gauche, donnant naissance à une rotation inverse. Alors, finalement, en reprenant ce schéma de polarisation-régionalisation comme les deux attributs principaux de l'information génétique et biochimique dans un embryon, donc information locale et globale au niveau cellulaire et tissulaire, en décrivant la mécanique cellulaire, en voyant même de façon plus riche division, croissance aussi, contractilité, adhésion, motilité cellulaire, ces différents processus actifs qui consomment de l'ATP dans les cellules. Donc là, j'ai étendu le répertoire des comportements cellulaires qui caractérisent cette mécanique cellulaire locale, en prenant en compte géométrie et conditions aux frontières, sous forme de contraintes ou d'effets non locaux liés au couplage mécanique entre processus. Effectivement, on produit toute une grande diversité de processus morphogénétiques. Voyons par exemple, et là, cela se veut une synthèse aussi de choses vues la dernière fois, l'an dernier et cette année. Donc par exemple, une régionalisation des propriétés de croissance et de division cellulaire. On l'a vu dans le cours numéro 4, la semaine dernière, à des phénomènes d'instabilité mécanique qui sont à l'origine de bouclage et de flambage de tissus, comme ici dans l'intestin, mais on a vu beaucoup d'autres exemples. On peut voir également maintenant une polarisation de division cellulaire, contractilité cellulaire, tension, et motilité cellulaire, avec des poids relatifs qui vont dépendre totalement d'un tissu à l'autre, mais qui vont avoir les mêmes effets, c'est-à-dire qu'ils vont participer au processus d'extension d'un tissu. On peut imaginer enfin comment une régionalisation de processus qui vont jouer sur, on va dire, la tension de surface de façon générale, c'est-à-dire décrit en termes de contractilité et d'adhésion cellulaire. Cela peut donner naissance à des phénomènes de tri en 2 ou 3 dimensions. Donc, on voit ici un exemple dans l'embryon précoce de souris dans une étude conjointe de Jean-Léon Maître et Hervé Turlier. Et voilà, cela se veut une référence à ce que nous avons vu l'an dernier, dans lesquels nous avons étudié l'adhésion et la tension cellulaire comme des processus qui sont nécessaires pour caractériser les configurations d'assemblage en 2 et 3 dimensions des cellules. Et dans une perspective plus large de morphogénèse, on voit donc que leur contrôle spatial, leur régionalisation pourrait jouer un rôle important dans l'organisation topologique de différents tissus les uns par rapport aux autres. Donc voilà ici une liste non exhaustive, et vous voyez comment, en jouant sur les poids relatifs de ces différents processus, on pourrait donner une contribution plus ou moins importante aux divisions à l'autre, mais il m'a semblé important de les voir d'une façon unifiée, comme tous, moyennant une certaine polarité, gouvernant des processus macroscopiques divers et variés. Et je prétends que, finalement, en tout cas chez les animaux, mais même chez les plantes, où le paramètre de croissance sera absolument déterminant, et en ayant ce schéma en tête, on peut expliquer toute la diversité des processus morphogénétiques, et l'on sait qu'ils sont extrêmement variés, ce qui montre que finalement, avec ce cadre de lecture, la polarisation qui les gouverne, on peut générer un grand cadre, une grande diversité de processus. Alors, et finalement, pour finir, repensons à ce qui était un thème directeur pendant cette année, à savoir l'idée d'un programme qui contrôle les processus selon une information hiérarchiquement organisée, modulaire, agissant à courte et longue portée dans un réseau très complexe. On a vu clairement illustrer ce type de processus. On a vu aussi des processus qui dépendent d'une information mécanochimique qui rétroagit sur elle-même et qui auto-organise au niveau cellulaire et au niveau tissulaire les processus. Et bien précisément, avec ce schéma en tête, on voit par exemple qu'une notion de programme en fait, peut être utile pour voir comment cette information de position contrôle la mécanique, qui contrôle même la régionalisation, la géométrie et les conditions aux frontières, et qui gouverne la morphogénèse tissulaire. À certains égards, j'ai présenté certaines propriétés de l'allongement de l'embryon drosophile comme relevant de ce type de programme, tout en ayant souligné le fait qu'il y a beaucoup de rétroactions, certaines caractérisées, d'autres qu'il va falloir caractériser plus loin, comment la mécanique joue sur l'information, la polarisation des cellules, et même peut-être sur leur régionalisation, et comment aussi les conditions aux frontières, la géométrie du tissu peut rétroagir sur les processus locaux de polarisation
et de régionalisation. Et moyennant ces rétroactions, on voit bien qu'une façon plus juste, il me semble, de caractériser le langage de la morphogénèse serait de le parler en termes de langage mécanochimique qui est auto-organisé au sens où localement et à plus grande distance, et selon des règles assez simples, en fait, permet d'expliquer l'émergence de structures complexes. Et un très bel exemple étant, par exemple, les flambages et les boucles dans les organes chez les animaux. Donc j'en ai fini et je vous annonce donc le colloque du 22 mars qui réunira des chercheurs éminents, divers et variés, qui parleront et illustreront d'une façon qui étendra largement ces cours en quoi les processus de contrôle, de programme de morphogénèse et d'auto-organisation sont importants lors de la morphogénèse des animaux. Voilà, je vous remercie de votre patience et j'espère que ces cours vous ont intéressé. Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions qui peuvent être formulées publiquement ou en venant me voir. Et voilà qui clôt donc ce cycle de 2 ans sur la mécanique de la morphogénèse. Vous voyez que c'est un processus qui a beaucoup avancé ces dernières années, qui avance toujours énormément. Et je pense que les années à venir verront un dialogue plus fécond et intéressant entre information et mécanique, qui est un processus effectivement très complexe. Et j'espère que vous aurez retenu que l'information n'est pas simplement génétique, elle a également sa caractéristique mécanique. Et je vous renvoie au premier cours qui était une présentation de ce thème. Voilà, je vous remercie.